Salut à tous, c'est Ben, je suis très content de vous retrouver pour ce qui est la deuxième vidéo de présentation des équipes qui seront engagées pour la saison 2025-2026 d'Elite 2. Au programme dans cette vidéo, je vais tout simplement présenter les équipes qui, selon moi, pourraient se retrouver mêlées à la course pour disputer le play-in et pourquoi pas les playoffs. Je vous rappelle en quoi va consister la présentation des différentes équipes. Je commencerai par faire un petit instant flashback sur ce qu'il s'est passé l'année dernière pour chacune des équipes que je vais présenter. Je reviendrai ensuite sur le mercato, quels ont été les départs, les arrivées et quels sont les rosters finaux ou quasi finaux, car vous verrez que certaines équipes, malheureusement, ont encore des petits aléas et n'ont pas tout à fait finalisé leur effectif. Et puis ensuite, je commencerai à rentrer dans le vif du sujet, je parlerai bien sûr des moyens financiers, et puis je m'intéresserai forcément aux forces en présence, quelles vont être mes craintes et quels vont être mes motifs d'espoir pour la saison à venir, et bien évidemment, comme pour la première vidéo, je vais traiter l'ordre des équipes en fonction de mon classement prévisionnel. Aujourd'hui, je vais donc traiter les équipes que je vois placées entre la 7e et la 13e place, et sans plus attendre, démarrons avec l'équipe que j'imagine terminer à la fin de la saison à la 13e place. Pour démarrer cette vidéo, je vais donc aller dans le nord et je vais parler de l'équipe de Denain-Voltaire, une équipe qui a des moyens financiers, on le verra tout à l'heure, qui sont relativement limités. Alors que s'est-il passé l'année dernière pour Denain? Denain, c'est un club qui, saison après saison, on a l'impression, est dans le ventre mou du classement. Ils sont un peu meilleurs que les équipes qui jouent le maintien, mais ils sont aussi un petit peu trop justes pour aller se mêler à la course pour les playoffs. Ça a encore une fois été le cas la saison dernière, où Denain a réalisé une saison dans le ventre mou du championnat, oscillant entre les équipes qui jouent le maintien et celles qui vont disputer les playoffs. Une saison dans le ventre mou, certes, mais quand même avec des éléments positifs et notamment le fait qu'il y a quelques jeunes Français qui ont rayonné. Je pense notamment à Neftali Difudi, Romain Parmentelot et également Essomé Miem. D'ailleurs, deux de ces joueurs, j'y reviendrai juste après, évolueront à l'étage au-dessus la saison prochaine. Un autre élément marquant de la saison dernière, alors marquant oui et non, plutôt négativement cette fois, ça a été les difficultés sur le poste 5 de l'équipe de Denain qui a recruté assez tardivement son poste 5 en la personne de Jonathan Augustin Ferrel, un ancien joueur qui avait déjà évolué par le passé en Pro B du côté de Denain d'ailleurs. Malheureusement, ça ne l'a pas fait, il y a eu des pépins physiques et assez vite, les deux parties se sont mis d'accord pour se séparer. Denain a donc été chercher un autre pivot, ce qui a pu aussi permettre l'éclosion d'Essomé Miem. En tout cas, c'est quelque chose que je vais regarder dans la construction du roster pour cet été, car vraiment, ça a été un poste où Denain a été un petit peu à la peine la saison dernière. Puisque j'ai déjà commencé à aborder certains joueurs de la saison dernière, regardons tout de suite le mercato en commençant par les départs. Des départs, il y en a eu quand même pas mal pour l'équipe de Denain qui va devoir reconstruire partiellement son effectif. Alors, au rayon des départs notables, je commençais à en parler, il y a eu certes les jeunes Français qui ont rayonné, Neftali Difudi qui évoluera du côté de 50 ans la saison prochaine, et Essomé Miem qui va lui rejoindre un ancien pensionnaire d'Elite 2, Boulazac, puisqu'il va accompagner Boulazac qui est monté, il va donc connaître sa première saison dans l'élite. Au rayon des autres départs notables, il y a celui du meneur américain qui a été plutôt très bon jusqu'à ce qu'il se blesse en fin de saison dernière, c'est celui de Lovell Kabil Jr. qui n'a donc pas été prolongé par le club de Denain. Et un autre départ, cette fois marquant, c'est celui de Benoît Gillet qui prend officiellement sa retraite après des années et des années de bons et loyaux services pour le club de Denain. Un très grand bravo pour sa carrière. Du côté des arrivées, et là ça commence vraiment à me plaire, parce que je trouve qu'avec des moyens quand même relativement limités, Denain a fait un mercato que je juge assez intéressant. Sur les lignes arrières, Denain a été recruté Gaëtan Meuniel, un meneur français qui avait performé il y a de cela quelques années maintenant en Pro B. L'année dernière, il avait essayé de passer la vitesse supérieure en rejoignant le Portel en Betclic Elite, ça n'avait pas forcément marché, il était donc revenu en Pro B la saison dernière. Il va avoir donc un rôle plutôt important, je pense, cette saison du côté de Denain. Il sera épaulé toujours sur les lignes des arrières par un vieux de la vieille, Marcos Sukaumu, l'Espagnol de 40 ans maintenant, mais qui a montré dans l'équipe qui est montée l'année dernière à Boulazac, qu'il avait encore de très beaux restes et que c'est une valeur sûre de la division. Avec un joueur de 40 ans, c'est parfait pour pouvoir épauler la jeunesse, et de la jeunesse, il y en a notamment avec Simeon Kalemba,
le jeune arrière qui nous provient tout droit de Nanterre, va disputer ses premières minutes en Pro B et véritablement pouvoir lancer sa carrière professionnelle. J'ai très hâte de voir ce que ce potentiel va pouvoir exprimer l'année prochaine du côté de Denain. Du côté des autres recrues sur le poste 3, il y a Wendell Davis Jr. qui arrive en provenance de Caen, donc un joueur qui connaît déjà la division, Moulay Sow qui arrive en provenance du Scab Lab, il me semble en National 1, et puis il y a également Christian Nelson qui lui aussi fait la transition entre la N1 et l'Elite 2. Et enfin, et oui, je garde le meilleur pour la fin, il y a eu la recrue star du côté de Denain cet été, c'est peut-être même l'un des plus beaux CV de notre championnat d'Elite 2, c'est Olivier Cortal qui, après plusieurs saisons du côté de l'Élan Chalon en Betclic Elite, eh bien, il a décidé de revenir gagner en responsabilité et en temps de jeu, et croyez-moi qu'en termes de responsabilité, il va en avoir du côté de Denain, c'est vraiment une très grosse prise pour Denain qui affiche en quelque sorte un petit peu ses ambitions. Du côté du roster final, il y a eu pas mal d'arrivées, mais il y a quand même quelques joueurs qui sont restés, à commencer par le meneur français qui commence à monter et à s'affirmer pleinement à ce niveau-là, Romain Parmentelot, qui je pense va encore une fois faire une belle saison du côté de Denain. Il est accompagné par Marc-Olivier Lasserre, un jeune ailier qui lui aussi était déjà présent au club la saison dernière, et puis il y a là aussi un vieux de la vieille, Liane Philippe, qui va démarrer, voilà, peut-être sa 3e ou sa 4e saison du côté de Denain. Ce qui nous fait un roster qui est assez expérimenté pour la division. Voilà, il y a très peu de joueurs qui vont découvrir la division. C'est vrai qu'en regardant cet effectif et en comparant les départs et les arrivées, j'ai l'impression que Denain a étoffé son banc, a renforcé son équipe avec des joueurs qui ont plus d'expérience de la division et aussi avec une raquette qui normalement devrait beaucoup plus peser avec Olivier Cortal. Donc rappelez-vous dans le flashback, quand je disais que Denain avait connu quand même des pépins et de l'irrégularité la saison dernière au niveau du poste 5, et bien là ils ont tapé vraiment un grand coup avec la signature d'Olivier Cortal, épaulé par le jeune prometteur Moulay Sow. Ça montre quand même les ambitions de Denain. Il a monté une équipe avec beaucoup de potentiel, mais aussi beaucoup d'expérience. Ça va être très alléchant à regarder. C'est donc un recrutement qui est somme toute assez intéressant et prometteur, notamment lorsque l'on regarde les moyens financiers du club. Je vous le rappelle, Denain fait partie des clubs les plus pauvres de la division et avait l'an dernier le 15e budget et la 16e masse salariale. On peut donc dire que le general manager a très bien travaillé. Du côté des joueurs à suivre, j'en ai noté 2. Je commencerai par le jeune meneur français Romain Parmentelot. Romain Parmentelot, ça va faire maintenant sa 3e saison qu'il va disputer en Pro B. Il avait commencé à Évreux et l'an dernier, il avait rejoint Denain. Il monte en puissance petit à petit. Si ça ne se traduit pas encore statistiquement par une évolution incroyable, Romain il prend tout doucement du galon, et avec la concurrence d'un autre meneur français et non pas d'un meneur américain à qui le coach Ali Bouziane ne va pas donner 27-28 minutes, on peut dire quand même que Romain Parmentelot aura quand même une carte à jouer la saison prochaine, et j'attends vraiment à ce qu'il passe encore un cap et ce qu'il explose la saison prochaine. Mes yeux vont vraiment beaucoup se tourner vers lui quand je vais regarder l'équipe de Denain. Pour l'accompagner, et vous l'avez noté, j'en ai parlé comme le gros coup peut-être de l'intersaison de l'Elite 2, mais surtout du mercato de Denain, c'est Olivier Cortal qui va venir densifier cette raquette. C'est un joueur avec beaucoup de qualité qu'il pourra pleinement exprimer en Elite 2. C'est un joueur qui peut évoluer sur les 2 positions, donc en termes de polyvalence et d'options tactiques pour Ali Boudiane, ça va être super intéressant. Il a un très bon toucher, un bon tir, il a aussi développé sa puissance physique. Il va pouvoir impacter au rebond, donc très clairement ça peut être l'un des meilleurs pivots de la division. J'ai très hâte de ce que va pouvoir nous offrir Olivier Cortal, qui va revenir du coup à ce niveau-là, un niveau qu'il avait déjà dominé par le passé. Maintenant, quelles sont mes craintes et mes motifs d'espoir pour la saison à venir de Denain? Alors ma première crainte, mais ce n'en est pas vraiment une, c'est qu'on a sur le papier un groupe assez homogène, un groupe très homogène, plus homogène il me semble que l'année dernière. Je me pose donc la question de qui va pouvoir assumer le scoring. Ça peut être Olivier Cortal qui vient avec un gros statut. Alors ce n'est pas forcément un joueur qui va tourner à 16-17 points de moyenne, mais je pense qu'il peut tout à fait tourner à 13-14 points avec 6 ou 7 rebonds de moyenne. À côté de ça, c'est vrai que quand on compare avec l'an dernier, on avait des joueurs qui étaient capables de prendre feu, qui étaient capables de porter l'équipe sur leurs épaules en termes de scoring, avec Lovell Kabil Jr. et également Neftali Difuli. Et c'est vrai que la composition des lignes arrière cette année, c'est un petit peu moins ça, et c'est quand même beaucoup plus homogène, avec à la fois Romain Parmentelot, Gaëtan Méniel et Marcos Sukaumu. Pas forcément des joueurs qui vont flamber, voilà, qui vont faire des cartons offensifs, donc
donc je me pose la question, si le scoring devrait être réparti et assez homogène, il va quand même falloir que sur certains matchs, des joueurs prennent leurs responsabilités et assument forcément ce costume du scoreur de l'équipe. Ma deuxième interrogation, et là ça fait peut-être aussi écho à un manque sur le domaine offensif, eh bien c'est peut-être qu'il y a un manque de shooters sur les lignes arrières. Encore une fois, je compare avec la saison dernière où il y avait Neftali Difudi qui était capable d'enfiler les paniers, Lovell Kabil Jr. qui n'était pas manchot non plus, tout comme Benoît Gillet. C'est vrai que dans ce backcourt dorénavant, composé, je vous le rappelle, de Marco Sukaemu, Romain Parmentiloz, Gaëtan Méniel et Simeon Kalemba, ça manque peut-être un petit peu de shooter naturel ou même tout simplement de shooter de série. J'ai hâte d'observer la fiabilité sur le tir extérieur de tous ces combo guards et également quel va être le spacing forcément qui va en découler pour l'équipe de Denain qui va avoir besoin de faire de la place pour mettre le ballon à l'intérieur dans de bonnes positions à Olivier Cortal. Ma troisième interrogation, et c'est le cas pour toutes les équipes qui reconstruisent partiellement, c'est qu'il y a eu seulement 2 ou 3 joueurs seulement qui sont restés, donc il va falloir reconstruire tout un collectif avec des secteurs du jeu qui ont quand même des joueurs avec des qualités assez différentes de l'année dernière, donc il va peut-être falloir un petit temps d'adaptation et j'ai toute confiance en Ali Bouziane pour faire jouer ensemble tout ce beau petit monde. Du côté des motifs d'espoir maintenant, puisque quand même je positionne Denain dans le rang des équipes qui devraient disputer le play-in, en tout cas qui vont essayer de se battre pour pouvoir l'intégrer, eh bien c'est qu'il y a un 5 majeur, j'en ai parlé, qui est assez solide, qui est assez dense aussi athlétiquement. Je me demande quand même, est-ce que ce sera suffisant pour viser le play-in? Il va donc falloir que le banc soit aussi à la hauteur, mais en tout cas j'ai l'impression quand même qu'on est sur une équipe assez solide qui est composé quand même de valeurs sûres. Un deuxième point que je trouve vraiment très intéressant, c'est qu'il y a, je pense, un très bon mix entre des joueurs d'expérience et de la jeunesse. Et quand je parle de jeunesse, je parle de potentiel, qu'on a commencé à entrevoir du côté de Romain Parmentiloz. Simeon Kalemba aussi aura tout à prouver. Moulay Sow également était plutôt bon du côté de la Nationale 1. Gaëtan Méniel revient à ce niveau-là. C'est encore un jeune joueur, mais il a montré vraiment que c'était un bon joueur de la division. Et à côté de ça, eh bien, il y a des joueurs d'expérience, des joueurs qui ont connu la division, et certains même qui ont dominé comme Olivier Cortal. Donc ça crée un alliage que je trouve vraiment hyper intéressant. Autre point positif, c'est un axe 1-5 que je trouve rassurant. Alors j'ai déjà beaucoup parlé d'Olivier Cortal, je vais donc m'intéresser plutôt à l'axe 1-5. J'ai aussi parlé de Romain Parmentiloz et de Gaëtan Méniel. On a là une doublette de joueurs français avec un niveau plancher, on va dire, assez safe. On sait très bien ce que ce duo va pouvoir nous amener. Et là où sur les dernières années, du côté de Denain, eh bien, on essayait de responsabiliser des Américains, des scoreurs, avec parfois un banc un petit peu plus light sur le backcourt, eh bien, cette fois, on a quand même 2 voire 3 joueurs qui sont capables de prendre la main, puisque Marco Sukaemu peut tout à fait dépanner à ce poste-là. Et donc, ça nous donne un axe 1-5 assez dense et assez intéressant, il me semble, assez rassurant pour la division. Mon dernier point positif, et je m'arrêterai là pour l'équipe de Denain, eh bien, c'est qu'il y a un joker JNFL en cas de blessure. Donc, un JNFL, je vous le rappelle, c'est un joueur non formé localement. Il a droit à 4 joueurs non formés localement en Elite 2. Et donc, Denain n'a pas épuisé son quota de joueurs étrangers. Et ça, c'est très, très intéressant. Par exemple, à tout hasard, je ne le souhaite absolument pas à Denain, mais si Olivier Cortal venait à se blesser, sachant qu'il va avoir un rôle majeur et prépondérant dans cette équipe, eh bien Denain aurait été très embêté si d'aventure Olivier Cortal en serait venu à se blesser. Et donc avoir gardé un joker dans sa manche, je trouve que c'est très très intelligent de la part bien de l'encadrement sportif et technique de Denain. Parlons maintenant de l'ASA que je vois terminer à la 12e place du prochain championnat. Alors oui, ça peut surprendre, mais ne vous inquiétez pas, je vais vous expliquer pourquoi je les positionne à cette 12e place. Alors, petit flashback sur ce qu'il s'est passé l'an dernier en Alsace, eh bien, je vais commencer à parler d'un joueur qui a absolument rayonné et ébloui le championnat, c'est Shannon Boggs qui n'était pas loin de finir MVP du championnat. Shannon Boggs, vraiment, il a été étincelant, il a porté sur son dos l'ASA, notamment quand Ludovic Beurs s'est blessé. Il a été très très régulier tout au long de l'année, il a porté l'équipe sur ses épaules offensivement, voilà, ça a été l'une des très belles surprises de la saison. L'une des belles surprises, c'est aussi comme ça que l'on peut qualifier cette équipe de l'ASA qui a été l'un des poils à gratter, l'un des outsiders par excellence l'an dernier, à créditer d'ailleurs un très très bon parcours en play-off, puisque vous le savez, eh bien l'ASA a réussi à se hisser jusqu'en finale des play-offs d'accession après sa magnifique 6e place obtenue à la fin de la saison. Des play-offs vraiment où l'ASA a été dans la continuité au final de sa saison régulière, c'est-à-dire d'être un
poil à gratter. Ils ont été dominants, ils ont gagné les matchs qu'il fallait. C'est une équipe vraiment qui a été très solide, avec une défense très rigoureuse. On connaît Nemanja Bogavac, et puis forcément, quand on a des joueurs qui sont capables de rentrer des tirs au très bon moment, eh bien ça aide forcément. Un très beau parcours pour l'équipe de l'ASA l'an dernier. Forcément, ça va être très difficile de faire aussi bien. Très difficile, et ça peut en partie expliquer pourquoi je les positionne un cran en dessous par rapport à la saison dernière, c'est qu'on est toujours sur une équipe qui dispose de moyens très limités, et ça, il ne faut pas l'oublier. Vous le savez, j'aime beaucoup parler des moyens financiers, budget et masse salariale. Oui, on le sait, il y a toujours des équipes qui vont sous-performer, d'autres qui vont surperformer, mais les moyens financiers, ça donne quand même un indicateur des ambitions forcément que vont afficher les équipes. Et l'ASA, voilà quel était leur budget, leur masse salariale l'an dernier, le 18e budget, donc c'est quand même un budget qui est très faible, hein, je vous le rappelle, il n'y a que 20 équipes en Elite 2, et ils avaient la 13e masse salariale. Donc c'est un peu mieux du côté de la masse salariale, mais on est quand même très loin d'être sur une équipe de gros calibre. Ce qui fait que oui, la saison dernière a été exceptionnelle, mais c'est aussi une saison où l'ASA a plus ou moins surperformé, même si maintenant, eh bien, ça fait un petit paquet de temps que d'année en année, l'ASA réussit à disputer les playoffs. Mais dans une Pro B qui est toujours plus homogène et concurrentielle, eh bien, chaque année, eh bien, c'est tout simplement un exploit ou quasiment un exploit que réalisent les Alsaciens. Et une fois n'est pas coutume, et c'était le cas aussi pour Aix-Maurienne lorsque j'ai présenté le club dans ma dernière preview, quand on réalise une très bonne saison et que l'on est obligé de faire des paris, eh bien forcément ça attise les convoitises et il y a beaucoup de départs. Alors regardons tout de suite le mercato. Du côté des départs, eh bien il y en a quand même pas mal, 7, Marcus Gomis, Shannon Boggs, Jason Chikambu qui était arrivé en fin de saison pour pallier la blessure de Ludovic Behrst, Georgi Milosevic, Karl Ponsard, Ivan Baya et Antonio Vrankovic. On est donc sur quasiment toute l'équipe qui est partie, avec notamment le départ de joueurs cadres, notamment ceux de Ivan Baya qui a réalisé une très belle saison, Karl Ponsard et bien évidemment, j'en ai déjà parlé, Shannon Boggs. Du côté des arrivées, parce que oui, il a fallu remplacer tous ces joueurs qui étaient très importants la saison dernière, et bien voici les joueurs qui ont été recrutés: Devin Miles à la main, Kylian Malwaya et Hugo Béquignon sur le poste 2, Gide Noël, Mladen Vujic et enfin Nelson Phillips. Ce qui nous donne un roster qui est un petit peu dans la continuité de celui de l'année dernière, même s'il y a quelques différences, vous allez voir. Alors déjà, le premier point qu'on peut noter, c'est qu'il y a 3 joueurs positionnés à la main, tout simplement parce que Ludovic Behrst avait fini la saison blessé. Il me semble qu'il s'est fait opérer à la cheville, il va manquer le début de la saison, ce qui peut expliquer aussi pourquoi Nemanja Bogavac a souhaité recruter un meneur américain. En fonction de la date de retour de Ludovic Behrst, il va falloir un patron, il va falloir quelqu'un qui puisse driver l'équipe. Et c'est donc pour ça que Devin Miles, eh bien, le meneur en provenance du Kosovo, est arrivé à la tête de l'équipe et sera secondé par Romain Welzel, le jeune du club, voilà, le local de l'étape qui a effectué une belle fin de saison et notamment de bons playoffs. On a très hâte de suivre les progrès de ce joueur qui faisait partie des équipes de France jeunes. Sur le poste 2 maintenant, eh bien, il y a un duo qui est arrivé, un duo de joueurs français qui va un petit peu se tirer la bourre. On espère une concurrence saine entre les deux. Ce sont 2 jeunes joueurs en plus de ça, ce sont Kylian Malwaya et Hugo Béquignon qui vont arriver avec voilà, des dynamiques un petit peu différentes. Kylian Malwaya dont on pouvait peut-être attendre un petit peu mieux, mais ça j'y reviendrai un petit peu plus tard, et puis Hugo Béquignon qui, voilà, formé par l'ADA Blois, était allé chercher un petit peu plus de temps de jeu et de responsabilité en National 1. Il sort d'une très belle saison qu'il va essayer de fructifier, de mettre à profit en Elite 2 du côté de l'Alsace et de l'ASA la saison prochaine. Sur le poste 3, et là ça va être intéressant et j'y reviendrai aussi juste après, je parlerai de Nelson Phillips, voilà, un ailier américain qui arrive et qui va devoir endosser beaucoup de responsabilités et qui sera toujours secondé par Alan Janrose, l'un des seuls rescapés de la saison dernière. Sur le poste 4, Gide Noël aura la lourde tâche de remplacer Karl Ponsard dans un profil voilà, qui est relativement similaire, celui d'un joueur qui commence à prouver et qui est une valeur sûre de la division et surtout qui a cette capacité à s'écarter et à pouvoir shooter. En termes de scoring, on est sur un profil qui devrait être à même de bien remplacer Karl Ponsard. Pour le seconder, eh bien, je ne vais pas parler de local de l'étape, mais Léopolka fait un petit peu partie des murs. Voilà, un poste 4, ailier fort, très combatif, qui va apporter sa combativité, qui va apporter sa présence au rebond, sa présence en défense. C'est un joueur vraiment de l'ombre, un homme de base, clairement, de Nemanja Bogavac, qui aura encore une fois toute son importance dans son dispositif. Et sur le poste 5, eh bien, vous le voyez, il manque encore un joueur. C'est peut-être aussi en partie
pour ça que je positionne l'ASA un petit peu plus bas. Si le recrutement globalement est cohérent par rapport à ce qu'a proposé, en tout cas comme effectif, Nemanja Bogovac la saison dernière, il manque aujourd'hui une rotation sur le poste intérieur et j'espère que ça ne va pas tarder du côté de l'ASA puisque la saison va maintenant débuter dans quelques semaines et que la préparation a déjà bien débuté. En tout cas, pour remplacer Ivan Baya qui a sorti une très grosse saison la saison dernière, eh bien c'est Mladen Vujic qui va reprendre son rôle, un pivot qu'on avait déjà vu évoluer du côté de Lille il y a 2 ou 3 saisons maintenant. Du côté des joueurs à suivre, ça ne va pas vous étonner puisque je viens de présenter le roster, mais je vais commencer à parler de Devin Miles, voilà, qui va avoir un rôle important, celui de prendre la place de Ludovic Burst en attendant que le meneur français revienne. C'est un joueur qu'on avait déjà vu évoluer en France, il avait déjà commencé à la Chorale de Rouen lorsque la Chorale évoluait en Jeep Elite, je crois à l'époque que ça s'appelait comme ça, et puis par la suite, eh bien, il avait évolué sur un temps plus long et avec plus de temps de jeu et de responsabilité du côté de Denain, où il avait sorti une saison plutôt intéressante à, je crois, presque 14 points de moyenne. Il aura donc un rôle assez important, celui de driver l'équipe, de scorer, mais aussi de faire jouer ses coéquipiers. Un deuxième joueur que je vais observer, et là j'ai commencé à le teaser un petit peu, c'est Kylian Malouaya. Alors Kylian Malouaya, c'est encore un grand espoir du basket français. C'est vrai qu'il y a quelques saisons de cela, on parlait d'un prospect NBA, voilà, il a été formé, je crois, au Paris Basketball, où il a côtoyé les équipes jeunes du Paris Basketball au même titre que Mohamed Diawara, et c'est vrai que quand on compare la trajectoire de ces deux joueurs, alors certes, le potentiel athlétique, le gabarit n'est pas du tout le même, mais on peut être un petit peu déçu par la saison qu'a effectué Kylian Malouaya que, à titre personnel, eh bien, j'attendais vraiment et que je voyais exploser la saison dernière du côté de Champagne Basket. Ça n'a pas été le cas, et donc il vient du côté de l'ASA, dans une équipe où il aura aussi beaucoup de responsabilités. J'ai parlé de la constitution du poste 2, en concurrence avec Hugo Béquignon qui vient de l'étage inférieur, on peut s'attendre à ce que Kylian Malouaya ait beaucoup de responsabilités et qu'il ait un terrain d'expression pour exprimer tout son potentiel, ce qu'il n'a pas réussi à faire la saison dernière du côté de Champagne Basket. Donc forcément, je vais beaucoup observer Kylian Malouaya et sa progression, notamment dans la régularité et sur ses choix de jeu offensif. Le dernier joueur, et c'est peut-être le joueur sur qui les attentes sont les plus fortes dans cette équipe, eh bien c'est Nelson Phillips. Alors oui, il n'y a pas eu de poste de scoreur qui va venir prendre le rôle de Shannon Boggs, c'est sur le poste 3 que ce joueur se trouve et c'est Nelson Phillips. Shannon Boggs a rayonné la saison dernière avec 17 à 18 points de moyenne, eh bien Nelson Phillips, il sera attendu dans ce rôle-là, c'est la grosse recrue de l'ASA. Cet été, il nous provient de première division allemande, dans un club qui comptait, Wolfsburg. Il a joué la Coupe d'Europe la saison dernière, c'est donc un très gros recrutement que nous a effectué là, l'ASA. Donc Nelson Phillips, il va vraiment avoir beaucoup d'attentes sur tes épaules, tu as intérêt à assurer. Quelles sont mes craintes et quels sont mes motifs d'espoir notamment ? Je vais commencer par partager une de mes interrogations. Eh bien, il y a eu des départs importants de cadres, voilà, que j'ai dit tout à l'heure lorsque j'ai parlé des départs, qui vont être à bien négocier. Et si le recrutement, comme je l'ai dit, semble plutôt cohérent sur le papier, en tout cas sur les profils de joueurs qui ont été recrutés, eh bien, on sait toujours ce qu'on perd, mais pas forcément ce qu'on gagne. Et c'est aussi pour ça que je positionne plus bas l'ASA comparé à la saison qu'ils viennent de faire, c'est que les départs ont quand même été assez importants. Karl Ponsard, ça faisait pas mal d'années maintenant qu'il évoluait au club, c'était vraiment une valeur sûre et il sortait de sa meilleure saison en carrière. Ludovic Beerst aussi était un élément qui stabilisait vraiment le collectif, il ne va pas débuter la saison. Si Devin Miles semble être un bon recrutement, il faut voir comment il va s'adapter à cette nouvelle équipe. Ivan Baya également a vu son rôle progressivement augmenter au fur et à mesure et la saison dernière il a été très bon, ce n'est pas pour rien que la JL Bourg l'a recruté. Et Shannon Boggs, forcément, on était sur un joueur qui aurait pu prétendre au titre de MVP, et même si Nelson Phillips vient avec un CV bien garni, eh bien, il n'est pas dit qu'il ait le même impact dans cette équipe de l'ASA. Et donc oui, on sait ce qu'on perd, pas toujours ce qu'on gagne, il va falloir que les recrues soient à la hauteur pour remplacer leurs prédécesseurs. La deuxième crainte que je vais avoir, mais ça pourrait être compensé en fonction de la dernière recrue qui va arriver sur le poste de pivot, c'est qu'il y aura peut-être un manque au rebond, une petite faiblesse. Voilà, Mladen Vujic n'est pas le plus gros défenseur de la Terre sur le poste 5, Leopolka va pouvoir assurer de ce côté-là, mais quand on voit l'impact,
la taille et la dissuasion que possédait Ivan Baya la saison dernière, et bien pour l'instant c'est quelque chose qui à mon sens manque dans la raquette et notamment sur le poste 5. Ma dernière crainte, eh bien j'ai commencé à en parler un petit peu, c'est je trouve qu'on est voilà en termes de niveau sur une équipe qui a un plancher un petit peu moins élevé que la saison dernière, mais encore une fois ça reste à prouver avec des recrues qui sur le papier sont cohérentes et sont des joueurs de bon niveau, avec un plafond plus ou moins similaire, c'est-à-dire que en termes d'équipe, j'ai l'impression que cette QV 2025-2026 de l'ASA va être un petit peu moins forte sur le papier en termes de niveau à l'instant T, très clairement, et par contre en termes de potentiel, eh bien il sera plus ou moins similaire, c'est-à-dire que je ne vois pas une marge de progression hyper conséquente par rapport à l'équipe de la saison dernière. Voilà, donc ça reste peut-être aussi aux joueurs de me faire mentir, notamment avec des jeunes joueurs comme Hugo Béguignon et Kylian Malouaya, j'en ai parlé, qui eux ont, c'est vrai, une marge de progression assez importante. Par contre, pour le reste, on est sur des joueurs qu'on connaît déjà plus ou moins, qui ont déjà évolué à ce niveau-là. Je ne pense pas qu'il va y avoir une marge de progression individuelle très importante au fur et à mesure de la saison. Donc il va falloir bien performer pour pouvoir remplacer les joueurs cadres qui étaient très importants la saison dernière. Du côté de mes motifs d'espoir maintenant, il y en a un quand même, et j'en ai pas encore parlé, c'est que Nemanja Bogavac reste aux commandes, lui qui souhaitait peut-être aller voir ailleurs cet été, il n'a pas forcément trouvé preneur, donc ça reste une très très bonne nouvelle pour le club alsacien, tant Nemanja Bogavac fait du très très bon travail, de l'excellent travail même depuis qu'il est arrivé et qu'il a repris le club qui était quand même en difficulté avant son arrivée. Deuxième motif d'espoir, mais celui-là je vais passer vraiment très très vite, j'en ai longuement parlé déjà, c'est qu'il y a un recrutement que je trouve cohérent dans les profils de joueurs qui ont été recrutés. Et enfin, mon dernier motif d'espoir, là aussi j'ai commencé à le teaser un petit peu, c'est ce duo Kylian Malouaya, Hugo Béguignon qui est très prometteur et qui je pense a tout à prouver et peut peut-être exploser cette saison, que ce soit l'un ou l'autre, voire même les deux. Kylian Malouaya a beaucoup de potentiel, ça va peut-être être enfin la saison de la confirmation pour lui, et Hugo Béguignon, après une très bonne saison à l'étage inférieur en National 1, va venir montrer toutes ses qualités de shooter. C'est un duo auquel je crois beaucoup et que je vais beaucoup observer cette saison pour l'ASA. Allez, on enchaîne et on va commencer tout doucement à se rapprocher du play-in. Je vais parler de l'équipe du PB86. Alors, que s'est-il passé du côté de Poitiers la saison dernière ? Je vais, comme toutes les autres équipes, mentionner 3 points. Le premier point, c'est qu'il y a eu une belle surprise individuelle, celle de Javan Blair, l'arrière canadien, que j'avais d'ailleurs interviewé sur ma chaîne à la mi-saison environ. Il sort d'une excellente saison du côté du PB86. Il était tout simplement l'un des meilleurs scoreurs du championnat. Il a porté à plusieurs reprises Poitiers sur ses épaules cette saison. Et d'ailleurs, ça lui a permis de faire partie de l'équipe qui dispute actuellement l'América Cup avec la sélection canadienne. Deuxième élément marquant de mon point de vue, c'est qu'avec une saison qui a été quand même assez régulière et assez intéressante, je m'attendais quand même à mieux pour Poitiers sur la fin de la saison et notamment dans les play-in. Le play-in a été très très décevant avec 2 défaites à domicile et notamment une dernière défaite dans les très grandes largeurs face à la JA Vichy, et donc pour moi ça a été une déception, se faire sortir du play-in alors qu'on avait l'avantage du terrain, et qui plus est en proposant ce type de match, c'est un vrai crève-cœur. Le dernier point, c'est la retraite de Luka Rupnik, le meneur slovène, international slovène, qui avait évolué en équipe nationale aux côtés de Luka Doncic, a annoncé prendre sa retraite après 2 belles saisons du côté de Poitiers. C'est un petit événement et Poitiers lui a d'ailleurs très bien rendu hommage en fin de saison dernière. Comme on sait en avoir l'habitude, parlons maintenant des moyens financiers de l'équipe du PB86. C'est un club qui est, comme son classement de la saison dernière, dans la moyenne tout simplement, qui possédait le 12e budget et la 9e masse salariale saison dernière. Intéressons-nous maintenant au mercato et du côté des départs, il y a 5 joueurs qui sont partis voir ailleurs. Luka Rupnik, je venais d'en parler, a pris sa retraite. Javan Blair a trouvé preneur du côté d'Elite 2 toujours, il va jouer la montée cette fois avec la Chorale de Rouen. Ilan Fibleuil a trouvé preneur lui aussi dans une équipe qui devrait jouer la montée, Orléans. John Ojiako de son côté n'évoluera pas en Elite 2 la saison prochaine, tout comme Jonathan Jeanne qui lui va voir encore au-dessus puisqu'il a signé au MSB. Du côté des arrivées, 5 départs, 5 arrivées. Forcément, je vais commencer sur les lignes arrières afin de compenser la très belle saison et la perte donc de Javan Blair. Le coach du PB86, Andrew Thornton-Jones, a mis la main sur Marcus Hammond qui nous provient de Rouen.
Marcus va essayer de faire admirer toutes ses qualités offensives cette saison. Pour l'accompagner sur les lignes arrières, Marcus Gomis, en ancien joueur d'Orléans et de Rouen, va venir compléter le backcourt. Et enfin, dans le secteur intérieur, on a 3 joueurs qui sont arrivés. Samuel Idowu, Narcisse Ngoy en prêt, puisqu'il a signé à la JL Bourg et il est prêté dans la foulée cette saison au PB86. Et enfin, c'est le jeune monégasque Soumaïla Koïta qui va venir renforcer et donner encore un peu plus de verticalité et de hauteur à une raquette qui décidément aime bien responsabiliser les grands joueurs après Jonathan Jeanne. Voici donc la constitution du roster final. Ce qu'on peut noter déjà, c'est qu'il va y avoir, à l'instar de Denain d'ailleurs, une main 100% française avec là aussi de jeunes joueurs. Aurel Brenage-Chemy, qui est lui aussi l'un des espoirs du basket français, formé à l'INSEP. Il va entamer sa 2e ou 3e saison, je crois même, c'est peut-être même sa 3e saison du côté du PB86, secondé par Marcus Gomis, un joueur qui a un potentiel, qui est plutôt bon shooter, mais qui n'a pas encore réussi à exploser, à confirmer son potentiel. Sur le poste 2, j'en parlais, Marcus Hammond va venir remplacer Javen Blair dans le rôle du scoreur providentiel et il sera secondé par un local de l'étape, Kevin Harley, qui va disputer, je sais pas, peut-être sa 10e ou sa 11e saison du côté du Poitiers Basket 86. Il a été formé au club et, sans nul doute, il terminera sa carrière au club. Sur le poste 3, il y a 2 joueurs qui sont restés, Emmanuel Pro et Guillaume Eyango, 2 joueurs qui sont plutôt jeunes, là aussi, donc on sent quand même que dans ce roster du PB86, il y a quand même une ADN de formation, une ADN, où on va responsabiliser des jeunes joueurs. Sur le poste 4, je parlais de jeunes joueurs, et bien là, on n'y est pas du tout. On est sur un joueur au contraire expérimenté qui évoluait déjà au PB la saison dernière. C'est Ivan Ramjak, le croate, qui va venir apporter de la stabilité et de la sérénité pour encadrer toute cette jeunesse. Sur le poste 5, on a donc 3 joueurs qui sont arrivés. Narcisse Ngoy, j'en parlais, en prêt, du côté de la JL Bourg. Il a signé, mais l'an dernier, il évoluait en Elite 2 du côté de Rouen. Pour le seconder et surtout pour alterner sur les 2 positions, poste 5 et poste 4, il y a l'intérieur Samuel Idowu qui semble avoir un potentiel et plutôt bon profil sur le papier. Et enfin, en 3e pivot, il y a Soumaïla Koïta qui devrait, je pense, alterner entre le championnat Espoir Elite 2 et le groupe professionnel. Du côté des joueurs à suivre, sans surprise, je vais encore une fois me baser sur l'axe 1-5. Je commençais par Marcus Hammond, joueur qui peut évoluer sur les 2 postes, c'est un combo guard, il peut jouer autant meneur que poste 2, je pense d'ailleurs qu'il évoluera plutôt dans un rôle de poste 2 qui devrait parfois se décaler un petit peu à la main. Il vient tout simplement reprendre le rôle qu'avait Javen Blair l'année dernière, celui d'être le leader, la menace offensive principale. Il a montré du côté de Rouen qu'il en était capable, certes, il n'a pas fait d'énormes cartons comme on pouvait le pressentir, mais il faut dire qu'à Rouen, les responsabilités sont partagées. Et s'il vient reprendre le flambeau de Javen Blair, nul doute qu'il aura peut-être un peu plus de responsabilité, un peu plus de temps de jeu et aussi un peu plus de ticket shoot que ce qu'il avait du côté de Rouen. En tout cas, attention, il faut garder vraiment les yeux sur lui, notamment les défenseurs adverses, car il peut très vite monter en température. Pour l'accompagner dans les joueurs à suivre, forcément, j'ai choisi Narcisse Ngoy qui présente lui aussi un très gros potentiel, un joueur qui a été formé à la chorale de Rouen, donc, étant rouennais, je le connais plutôt bien. C'est un très gros contreur, qui doit encore progresser sur son développement physique et athlétique, mais il a un très bon timing de contre. Il a montré la saison dernière du côté de Rouen et notamment sur la 2e partie de saison que c'était un joueur avec énormément de potentiel, un joueur qui peut être très dissuasif, qui peut faire basculer le cours d'un match rien que par sa présence défensive. En attaque, s'il est trouvé dans les bons timings, il va pouvoir aller arracher le cercle et donc on attend de voir une progression, et c'est notamment ce que va essayer de pouvoir observer la JL Bourg qui l'a donc prêté la saison prochaine du côté du PB86. Quand on voit comment Jonathan Jeanne s'est notamment développé avec un profil qui n'est pas similaire, puisque Jonathan Jeanne il est beaucoup plus vertical et encore un peu plus grand que Narcisse Ngoy, qui lui est un pivot qui est quand même plus balèze, plus costaud, qui joue un petit peu plus au sol, Poitiers a montré quand même que sur les dernières années, il savait développer les joueurs intérieurs. Donc j'ai très hâte de voir comment va progresser Narcisse Ngoy qui devrait avoir un rôle un peu plus important que celui qu'il avait à Rouen la saison dernière et ça dès le début de la saison. Alors, mes craintes et mes motifs d'espoir maintenant. Ma première crainte, c'est qu'on est sur une ligne arrière qui est moins expérimentée que la saison dernière, forcément.
Il y a eu la perte forcément de Javen Blair, qui est remplacé par Marcus Hammond, qui est un jeune joueur, hein. Il me semble qu'il n'a que 25 ans, Marcus Hammond, donc il n'a pas 6 à 7 années professionnelles derrière lui. Et puis surtout, il y a eu la retraite de Luka Rupnik, un meneur qui était international, slovène, voilà, qui avait pas mal bourlingué dans sa carrière, et donc qui était un meneur d'expérience. La ligne arrière est donc composée de jeunes joueurs, mis à part Kevin Harlem, mais qui était toujours là la saison dernière. Et donc quand on compare le backcourt la saison dernière à celle de la saison qui va s'annoncer, eh bien quand même, il y a un déficit d'expérience. Sur le poste 1, je vous le rappelle, la doublette Marcus Gomis et Aurel Brunachemi, c'est quand même pas beaucoup d'années professionnelles derrière elle. Ces deux joueurs vont donc avoir beaucoup de responsabilités et on va attendre vraiment un step-up de leur part. La jeunesse, j'en parlais. Forcément, dans cette équipe, il y a eu beaucoup de jeunes à développer, il y a beaucoup de potentiel aussi, donc on va peut-être être sur une équipe un peu diesel, et qui dit équipe avec de la jeunesse, eh bien peut-être va dire équipe irrégulière avec des hauts et des bas. Donc c'est peut-être une crainte que je peux avoir, c'est comment va réagir l'équipe en cas d'irrégularité chronique, en cas de période de doute aussi, où les défaites vont commencer à s'enchaîner. Voilà, il va falloir aussi des leaders comme Kevin Harley pour Ivan Ramjak, voilà, pour rassurer un petit peu l'équipe et pour continuer à véhiculer une bonne dynamique de groupe. Ma troisième crainte, mais c'était exactement la même chose pour la SA, c'est qu'il y a des départs de taille à compenser. Et là, oui, je vous l'accorde, il y a un petit jeu de mots de taille parce que, vous le savez, mis à part Javen Blair, mais qui lui n'est pas si grand que ça, il y a quand même le départ de Jonathan Jeanne. J'en ai assez peu parlé jusque-là. Jonathan Jeanne, depuis 2 saisons, c'était l'un des meilleurs intérieurs d'Elite 2, peut-être même le meilleur intérieur d'Elite 2, voilà, qui marchait et qui dominait vraiment, que ce soit au rebond, mais aussi voilà, par sa présence défensive et sa dissuasion. 2m15 2017 pour Jonathan Jeanne, ça ne se remplace pas facilement, et donc on était sur un joueur qui a été une assurance tout risque et lui aussi capable de faire basculer le cours d'un match rien que par sa présence, et ça des deux côtés du terrain. Donc oui, il y a des départs très importants à compenser pour le PB86, Luka Rupnik et son QI basket et sa qualité de passe, son expérience aussi, Javen Blair et ses capacités à scorer, et enfin, eh bien, tout simplement Jonathan Jeanne et ses capacités à prendre des rebonds, à dissuader, à contrer et à être une menace offensive aussi constante par sa présence, par sa capacité à capter des lobes en hauteur. Donc oui, ça fait quand même 3 joueurs, 3 départs hyper importants. Reste à voir si les recrues vont être capables d'être aussi impactantes que ces joueurs-là individuellement. Ma dernière crainte, mais je commençais un petit peu à en parler, c'est qu'on est sur une équipe jeune et donc il y a des jeunes qui vont vraiment, et cette fois pleinement, devoir se révéler. J'ai parlé de Aurel Brunachemi un petit peu, j'ai parlé de Marcus Gomis, on est sur une main 100% française avec le départ du coup assumé de Luka Rupnik et voilà la recrue quand même Marcus Hammond qui va être capable de dépanner un petit peu à la main. Eh bien il va quand même falloir qu'il y a des jeunes dans cet effectif qui vont devoir monter en puissance et peut-être avoir une saison d'explosion. Voilà, qu'on soit sur Marcus Gomis, Aurel Brunachemi, Emmanuel Pro ou Guillaume Eyango, parmi ces 4 joueurs-là, il va peut-être falloir que 1 ou 2 joueurs sortent un petit peu du rang et s'affichent aussi comme l'un des futurs leaders du PB86. Donc je vais beaucoup observer cette équipe qui a beaucoup de potentiel et des joueurs qui vont devoir réellement éclater. Et d'ailleurs, j'ai même oublié de mentionner Narcisse Ngoy tellement il y a de jeunes potentiels dans cette équipe, mais il était dans mes joueurs à suivre. Du côté des motifs d'espoir, je viens de parler des jeunes dans les craintes, je vais aussi en parler forcément dans les motifs d'espoir. Il va y avoir, je pense, beaucoup de progression individuelle, une marge de progression vraiment phénoménale dans cette équipe, collectivement et individuellement. Et ce qui me plaît, c'est que tout simplement, Poitiers assume sa politique et sa philosophie de responsabiliser des jeunes. C'était le cas déjà l'année dernière, ce sera encore plus le cas la saison prochaine. Et donc j'ai très hâte de voir ça, j'ai très hâte de voir Poitiers Basket se comporter sur le terrain dès la saison prochaine. J'en ai parlé dans mes joueurs à suivre, je viens d'en parler également. Narcisse Ngoy, voilà. La JL Bourg croit beaucoup en lui, c'est un jeune pivot avec énormément de potentiel, avec une capacité vraiment à impacter défensivement. Dans le domaine offensif, il y aura beaucoup de progrès à faire, ça va ne pas se faire en une saison. Par contre, Narcisse, il peut déjà dominer défensivement et donc je vais porter une attention particulière sur ses performances. Il peut vraiment exploser cette saison. Il a eu des flashs vraiment de domination pure, de domination animale, bestiale en fin de saison dernière avec Rouen. Et donc cette année avec voilà un cadre propice à son développement, ça peut vraiment être l'année où il peut exploser. Enfin, mon dernier motif d'espoir est toujours dans le secteur intérieur. Eh bien, je trouve que la constitution de la raquette, est intéressante, solide, complémentaire
est grande aussi, et une raquette grande, eh bien, ça peut poser beaucoup de problèmes à leurs adversaires. Qu'on soit sur Narcisse Ngoy ou Soumaïla Koïta, eh bien, on est sur des joueurs qui culminent à 2,10 m, voilà, un petit peu plus même pour Koïta, donc ça va être très intéressant, et le pivot nigérian, capable de se décaler sur le poste 4, Samuel Idowu, j'en ai assez peu parlé, mais il vient aussi avec un CV plutôt intéressant, et je pense qu'il va bien faire la bascule entre le poste 5 et le poste 4. On est sur un pivot qui peut être très clairement le pivot titulaire, voilà, dans le 5 majeur. Narcisse Ngoy aussi, et voilà, on sait que Narcisse Ngoy va encore parfois être un petit peu irrégulier, parfois un petit peu chahuté par les arbitres et donc embêté par les fautes. Samuel Idowu, donc je pense, est une valeur sûre et va très clairement être en capacité, les jours où Narcisse Ngoy est en difficulté, de pouvoir assumer son statut. On poursuit avec une équipe qui, saison après saison, me déçoit continuellement. Alors, je la baisse cette fois dans mon ranking. Il faut dire aussi que la construction d'effectifs est un petit peu différente de celle de la saison passée. Je vais parler forcément du club de la Loire, l'Hermine Nantes Basket. Alors, la saison dernière de Nantes, donc voilà, je dis que c'est une équipe qui déçoit saison après saison. La saison dernière n'a pas fait exception. Faut dire que la saison a été particulièrement compliquée pour les Nantais, à commencer par un départ catastrophique. Donc une entame de championnat qui a été une horreur pour les Nantais, ce qui a abouti à l'éviction de Laurent Pluvy, voilà, qui voulait s'installer sur le long terme avec un vrai projet du côté de Nantes. Après un tel démarrage catastrophique, eh bien non, Laurent Pluvy a pris la porte et a été remplacé par Rémi Valin au fur et à mesure de la saison. Deuxième élément marquant, eh bien forcément avec un départ aussi compliqué, avec des changements dans l'effectif, avec du changement à la tête de l'équipe et surtout une dynamique mauvaise qui s'est installée, c'est encore une fois une saison sans play-off pour l'Hermine de Nantes qui veut être ambitieux mais qui n'y arrive pas. Alors est-ce que ce sera le cas cette année ? On le verra, mais en tout cas, je les positionne quand même comme une équipe qui devrait pouvoir prétendre à la lutte pour le play-in. Dernier élément marquant, enfin, eh bien, c'est l'arrivée, certes, de Rémi Valin, mais aussi de certains joueurs qui ont contribué à faire remonter la pente à l'Hermine de Nantes, et notamment un joueur en particulier, le meneur, voilà, très fort individuellement, Kyle Ridley, qui a été un petit peu le sauveur de cette équipe. Je parlais des ambitions que Nantes pouvait avoir. On est sur un club qui vit dans une grosse agglomération, donc on peut s'attendre à avoir quand même un club de Nantes qui se veut ambitieux. Quand on regarde par contre leurs moyens, eh bien on est sur un club qui est voilà, dans la moyenne des budgets et des masses salariales, 13e budget et 11e masse salariale la saison dernière. À voir ce qu'il en sera pour cette année, mais je pense globalement qu'on restera sur un club de Nantes qui sera dans la moyenne des moyens financiers. Et sans nul doute, alors je n'ai pas plus d'informations là-dessus, mais au vu du départ voilà, de Laurent Pluvy qui avait un contrat pluriannuel et des départs qui ont eu lieu en cours de saison dernière, ça n'a clairement pas dû faire du bien aux finances la saison dernière. Alors, avec une saison aussi compliquée, oui, il y a eu du mouvement du côté de l'Hermine de Nantes. Du côté des départs, eh bien, il y a 5 joueurs à recenser. Elian Benitez, Johan Löfberg, Sheriff Aïdara, Darrell Poirier et Brice Enze. Et on va retrouver plusieurs de ces joueurs-là eh bien, en Elite 2 la saison prochaine. On verra s'ils arrivent à être plus performants qu'ils ne l'ont été du côté de l'Hermine de Nantes. Du côté des arrivées, et là je vais y passer un petit peu plus de temps, on va commencer par un joueur qui connaît très bien la division, c'est Lucas Bourris, qui a connu 2 descentes sur les 2 dernières saisons. Alors on va tout simplement espérer que ce ne soit pas le cas la saison prochaine. Il a connu une saison très compliquée du côté de Foss, mais ça reste un meneur confirmé de la division. À côté de lui, on a d'autres joueurs qui sont arrivés. IJ d'Ambreville, en provenance, il me semble, du Danemark, avec un profil assez atypique. Dylan Van Eyck, le néerlandais, qui arrive lui aussi de l'étranger. David Gasso, enfin, qu'on avait vu du côté de Rouen et qui évoluait en N1 l'an dernier, tout comme Christopher Manorlax. Ce qui nous donne un roster moins bling-bling que la saison passée, avec des joueurs qui ont un CV moins impressionnant, mais avec un groupe qui sera peut-être plus homogène et qui aura peut-être aussi un petit peu plus la grinta et l'envie de prouver. Alors, vous le voyez déjà sur le poste 1, la grande annonce du côté de l'Hermine de Nantes, ça a été la prolongation de Kyle Ridley, donc le sauveur de la saison dernière. Très gros pedigree offensif. Voilà, il sera sans nul doute le leader de cette équipe. Un joueur à surveiller, car si Nantes fait une bonne saison, eh bien peut-être qu'on aura déjà trouvé qu'elle va être le MVP de la saison prochaine, tant il devrait dominer offensivement. Ce qui est assez intéressant de noter, c'est quand même qu'il y a eu quelques joueurs qui sont restés, et ce sont des joueurs qui sont plutôt prometteurs, hein. Mis à part Kyle Ridley, qui on ne peut pas parler de joueur prometteur, c'est un joueur déjà confirmé avec énormément de talent, eh bien il y a d'autres joueurs prometteurs qui sont restés. Mathis Kangoudia qui a été formé au club, voilà, un poste 2
assez talentueux, voilà, qui va peut-être avoir encore plus de responsabilités cette saison. Hugo Milandi qui a sorti une première bonne saison du côté de l'Hermine de Nantes, voilà, il évoluait du côté du MSB en tout début de la saison dernière, il avait ensuite signé à Nantes. Raphaël Boum qui évoluait avec l'équipe Espoir de Nantes et qui a signé son contrat professionnel et sera pleinement intégré à la rotation cette année. Et puis Jean-Fabrice Dessous, voilà, qui est un pivot qui monte. Il me semble que j'en avais parlé d'ailleurs dans les joueurs à recruter et qui serait très intéressant pour rejoindre des clubs de l'élite. Jean-Fabrice Dessous va former un axe 1-5 de très belle facture pour Rémi Valland. Et c'est d'ailleurs de cet axe 1-5 que je vais parler maintenant dans les joueurs à suivre. Alors Kyle Ridley, j'en ai déjà parlé, mais il a métamorphosé, il a transformé l'équipe lors de son arrivée l'année dernière. Il a transformé l'équipe aussi dans un contexte où Nantes allait très mal. Nantes était une équipe sans confiance, avec un déficit de talent, ou en tout cas non, il n'y avait pas un déficit de talent, mais il y avait un déficit de confiance qui faisait que le talent des joueurs n'arrivait pas pleinement à s'exprimer. Je pense notamment à Johan Löfberg, voilà, qui est un joueur très talentueux, le Suédois, qui a montré toutes ses qualités d'agilité, voilà, de playmaker, de shoot également, surtout de shoot d'ailleurs à La Rochelle, puisqu'il avait connu la montée avec La Rochelle. Et bien la saison dernière, il a été embêté par des pépins physiques qui l'ont diminué, donc il n'a pas pu exprimer toute la pleine mesure de son talent. Kyle Ridley, donc lui, est arrivé avec beaucoup de talent dans un rôle, voilà, un petit peu du sauveur, providentiel, où il a peut-être parfois un petit peu surjoué, et donc je vais faire très attention car c'est un joueur qui a énormément de talent. Attention à ce qu'il ne vampirise pas le jeu collectif, c'est quelque chose que je vais énormément surveiller. Pour l'accompagner, donc je parlais de l'axe 1-5, Jean-Fabrice Dessous, voilà, formé du côté de Orléans, il a sorti une très belle saison dans le marasme nantais la saison dernière. Il s'affiche dorénavant comme l'un des meilleurs pivots français de la division. Sans nul doute, je le vois faire une grosse saison et ça ne m'étonnerait pas que ce soit sa dernière saison en Elite 2 et que des clubs de Betclic Elite se positionnent sur lui. Un intérieur mobile, grand, costaud, capable de finir à deux mains dans le cercle, c'est très intéressant et sans nul doute, il sera l'une des pièces maîtresses avec Kyle Ridley dans cet effectif. Parlons maintenant donc de mes doutes et de mes motifs d'espoir. La première crainte que je vais poser, ça en est une, mais voilà, c'est pas vraiment très objectif, c'est que j'ai encore une fois un petit peu peur d'être déçu. Sur le papier, j'aime beaucoup ce roster qui est plus homogène, plus complet que la saison dernière. Il y a beaucoup de joueurs qui ont beaucoup à prouver et je pense vraiment que ça peut cliquer et que Nantes va pouvoir nous offrir une belle saison. Mais encore une fois, j'ai tellement peur d'y croire, j'ai tellement peur d'être déçu et que Nantes ne se qualifie même pas pour les play-in. Donc voilà, ça c'est une crainte qui ne repose pas sur beaucoup de choses, mis à part sur le fait que j'ai continuellement été déçu sur les 3 à 4 dernières saisons de Nantes. Une autre crainte que je peux avoir, et cette fois on va toucher un petit peu plus au domaine sportif, c'est que je trouve qu'il y a peut-être un petit manque de shooter, voilà, sur les lignes arrière notamment, il y a peut-être un petit manque de fiabilité derrière l'arc. Mis à part Lucas Bourris, qui peut vraiment être un sniper et qui est capable de dégainer à 10 mètres, ce n'est pas la qualité première de Kyle Ridley, qui est plutôt un joueur de zone intermédiaire ou qui va aller finir en pénétration. Ce n'est pas le meilleur des shooters. Stéphane Gauthier non plus. Mathis Kongudia est encore un jeune joueur et va devoir encore travailler sur sa régularité à longue distance. Donc oui, j'observe peut-être un petit manque de fiabilité derrière l'arc. Il ne faudrait pas que ça gêne le spacing de cette équipe. Une autre crainte que je peux avoir, ça va concerner la jeunesse de cet effectif, mais surtout le banc. En fait, je trouve qu'il y a quand même un banc qui est relativement jeune et qui va devoir être productif tout de suite. C'est le cas avec Raphaël Boum notamment, voilà, qui a montré des flashs très intéressants, un jeune avec beaucoup de potentiel, qui va pleinement être intégré pour la première fois à l'équipe et surtout on va compter sur lui Day one, voilà, dès le premier jour, on va devoir compter sur lui, on va devoir aussi compter sur d'autres joueurs. J'espère tout simplement que ce ne sera pas préjudiciable pour les Nantais. Du côté des motifs d'espoir, il y a beaucoup de jeunes à potentiel. J'ai parlé de Raphaël Boum, j'ai parlé de Mathis Kongudia, voilà. Il y a David Gasso aussi, qui est un joueur encore jeune, Christopher Mannerlax, donc il y a beaucoup de jeunes qui vont devoir prouver à ce niveau-là, des joueurs qui évoluaient du côté de la Nationale 1, des joueurs qui sont jeunes mais avec du potentiel, donc ça nous promet quand même quelque chose d'assez excitant, un cocktail assez excitant à regarder, et pourquoi pas être sur une équipe là aussi en mode diesel qui va progresser au fur et à mesure de la saison. Ensuite, un motif d'espoir qui lui en est vraiment un, et je vais parler d'une assurance tout risque, et bien c'est Kyle Ridley. Il a montré que c'était un joueur dominant la saison passée, et rien que d'avoir un Kyle Ridley dans son effectif, et bien ça nous assure d'avoir justement un joueur qui va être dominant, qui va être capable de porter son équipe lorsqu'il y en aura besoin, qui va être capable de marquer les shoots importants,
Et rien que ça me fait placer Nantes dans la catégorie qui devrait au pire intégrer le play-in. Un autre élément positif que j'ai remarqué, c'est que dans la construction de cet effectif, il y a une équipe très athlétique, et ça me plaît. J'ai pas beaucoup parlé de EJ d'Ambreville, mais il a un profil de marsupilami, un joueur en extérieur, poste 3-2 ou 2-3, qui prenait quand même pas loin de 10 rebonds de moyenne la saison dernière. Ça montre toutes les capacités physiques et athlétiques dont va disposer cette équipe de Nantes, avec quand même une main qui est plutôt pas mal, avec Kyle Ridley, qui certes n'est pas le plus bondissant, n'est pas le plus explosif, mais est un joueur quand même athlétique. Jean-Fabrice Dossou, qui est un joueur avec un potentiel athlétique assez intéressant. David Gasso, Hugo Mianzi, je pense que ça peut être une équipe très intéressante. Et je parlais de EJ d'Ambreville et de ses capacités au rebond. Sur tous les postes, on va avoir des joueurs qui vont être capables d'apporter leur écho au rebond. Et ça peut être très intéressant. Nantes, peut-être, pourrait être une des meilleures équipes au rebond la saison prochaine, pourquoi pas. Mon dernier motif d'espoir, et c'est aussi en partie ce qui a fait défaut l'an dernier, Rémi Valin semble avoir construit une équipe avec une vraie hiérarchie et des rôles clairs. Alors ça aide aussi parce qu'il y a beaucoup de jeunes dans cette équipe, de joueurs qui vont aussi découvrir la Nationale 1. En tout cas, entre le 5 majeur et le banc, j'ai l'impression qu'on voit une hiérarchie assez claire. L'axe 1-5 est déjà bien identifié. Sur le poste 2, Mathis Kangoudia, n'en est encore qu'à ses débuts professionnels, et EJ d'Ambreville va venir très clairement avec le rôle du poste de titulaire. Idem sur le poste 3, où forcément Raphaël Boum, avec sa première saison professionnelle, va débuter sur le banc. Et enfin sur le poste 4, on a deux joueurs qui vont pouvoir apporter, mais Dylan Van Eyck, avec son QI basket, sa belle vision du jeu et sa qualité de passe, va sans nul doute être l'un des joueurs majeurs de cet effectif sur le poste 4. Et on le sait, quand les rôles sont clairs et que chacun adhère à la place qui est demandée par le coach, c'est tout de suite beaucoup plus facile. Ce qui nous donne donc au final un roster qui me semble assez complémentaire, même s'il y a peut-être un léger manque de shoot, une capacité athlétique dans cette équipe qui va être très intéressante, et surtout des joueurs qui seront certes moins flamboyants et moins bling bling que le mercato de la saison passée, mais des joueurs qui vont avoir tout à prouver. Il y a beaucoup de joueurs qui vont démarrer leur carrière, il y a beaucoup de joueurs qui proviennent de championnats mineurs mais qui ont du potentiel et qui ont tout à prouver. Donc moi clairement j'aime bien cet effectif qui est quand même assez dense, même s'il y a de la jeunesse et qu'on pourrait craindre un petit peu pour le rendement du banc, notamment en début de saison. En tout cas pour le play-in, moi j'y crois. On enchaîne maintenant du côté de Champagne Basket. La saison 2024-2025 de Champagne Basket n'a pas été de tout repos. Et oui, il faut dire que comparé à il y a 2 ans, il y a eu une baisse des moyens financiers du côté de Champagne Basket, ce qui s'est retranscrit aussi dans la construction globale de l'effectif. Il y avait eu beaucoup de départs, il y a eu des moyens forcément et des ambitions qui ont été un petit peu moindres. J'ai parlé des départs qu'il y avait eu, oui, il y a eu un nouveau cycle qui a été entamé, notamment, il y a eu le départ du coach qui était là depuis quelques saisons, Thomas Andrieux, et puis aussi le départ de joueurs cadres, avec un budget et une masse salariale qui sont amoindris, forcément, ça veut dire aussi beaucoup de départs, et donc il y a eu beaucoup de mouvements à la tête de l'équipe la saison dernière. Il y a donc eu une saison de transition, et dans cette saison de transition, j'ai noté un autre point marquant, ça a été des difficultés sur un poste en particulier, le poste 5, un petit peu à l'instar de ce qu'a connu Denain, mais ça a été encore pire, j'ai envie de dire, du côté du Champagne Basket, où Kevin Samuel a été blessé quand même une partie de la saison et où son remplaçant a parfois lui aussi été blessé, Samuel Eyongodingo, a parfois montré aussi ses limites, sa capacité à prendre des fautes très rapidement qui a pénalisé Champagne Basket. Et donc, je vous rappelle que lorsque j'ai présenté Rouen dans ma dernière vidéo, j'ai parlé d'une équipe de Champagne Basket avec et sans Kevin Samuel. Ça a très clairement été le cas et ça illustre bien les difficultés qu'a eu Champagne Basket sur le poste 5 la saison dernière. Du côté des moyens financiers, j'en ai parlé un petit peu dans le flashback. La saison dernière, on était sur une équipe dans la moyenne, alors qu'auparavant, on était plutôt sur une équipe dans le top 5, top 4 des moyens financiers. La saison dernière, Champagne Basket possédait le 10e budget et la 12e masse salariale, donc ils sont un petit peu rentrés dans le rang, mais pour la saison prochaine, ça annonce quand même une saison plutôt solide en termes de moyens financiers pour Champagne Basket. Intéressons-nous donc au mercato, et
Comme vous le voyez, eh bien, il y a eu beaucoup de départs, pas moins de 10 joueurs sont partis. On était sur une année de transition, un nouveau cycle qui s'installait. La saison, voilà, a été un petit peu compliquée, avec beaucoup d'irrégularités, et donc c'est une nouvelle page qui se tourne pour la saison à venir, où le coach sera toujours Vincent Dumestre sur le banc. Alors, au niveau des départs, eh bien voilà, il y en a eu 10. Javon Masters évoluera du côté de la chorale de Rouen. Dominique Bridgewater évoluera un cran en dessous du côté de la Nationale 1. Kylian Malwaya, on l'a vu un petit peu plus tôt, évoluera du côté de l'ASA. Matteo Lega va rejoindre Javon Masters du coup à la chorale de Rouen. Hassan Varans, Marc Gosselin n'évolueront plus en Elite 2. Kevin Samuel sera du côté de Rouen et Samuel Eyango Dingo va lui aussi quitter le club. Au niveau des recrues, donc Dimitri Radnik va arriver, Steven Verplanken aussi, Samuta Avea en provenance de Boulazac, Maël Amon-Crespin voilà, a signé en première division du côté de Saint-Quentin et a été prêté dans la foulée à Champagne Basket. Eddie Kayouloud, Laolu Oke et Tijan Keita sont également arrivés dans la raquette. Et vous le voyez, eh bien, il y a une arrivée dont je n'ai pas parlé avec à la fois une croix rouge et une petite coche verte. C'est tout simplement que Champagne Basket avait recruté un meneur américain, Vinny Shahid, mais les deux parties se sont d'un commun accord séparés il y a de ça quelques jours, le club pointant notamment un manque d'investissement et le fait que les deux parties n'étaient pas forcément sur la même longueur d'onde en termes d'investissement du joueur. Et donc, voilà, il va falloir recruter maintenant un nouveau meneur américain, étranger en tout cas pour Champagne Basket. Ce qui nous fait donc ce trou un petit peu désolant, voilà, un petit peu malheureux sur le poste 1 qui, pour l'heure, en tout cas, n'est constitué que de Guillaume Grotzinger, donc le joueur qui avait été prêté par Nancy la saison dernière, qui évoluera toujours du côté du Champagne Basket. Sur le poste 2, il y a donc deux recrues, Dimitri Radnik et Steven Verplanken, voilà, qui sont arrivés. Sur le poste 3, Samuta Avea va, je l'espère, prendre un rôle encore un peu plus important que ce qu'il avait du côté de Boulazac la saison passée. Il sera secondé par Charles Galliou, l'un des seuls rescapés de l'effectif. Et enfin, dans la raquette, eh bien, il y a 4 recrues, Maël Amon-Crespin avec son rôle d'ailier fort fuyant, capable de sanctionner derrière l'arc, Eddie Kayouloud également, que l'on avait vu du côté de Rouen, et enfin sur le poste 5, une doublette composée de Tijan Keita, qu'on avait déjà vu du côté de Blois, il me semble, et Laolu Oke, qui vient avec un profil de petit pivot rebondeur. Donc globalement, très peu de joueurs sont restés, Guillaume Grotzinger, Charles Galliou, voilà, donc ça a été les deux seuls rescapés de cet effectif. On repart donc sur un nouveau cycle, une nouvelle page, encore une fois, qui se tourne du côté du Champagne Basket, et ma foi, sur le papier, ça nous donne un roster que je trouve assez cohérent avec, voilà, de l'accent, avec un accent qui a été mis sur l'expérience de la division, ce qui a pu peut-être un petit peu manquer la saison dernière. Là, voilà, on est sur des joueurs qui ont de la bouteille. On est sur des joueurs qui ont de la bouteille, qui ont déjà plusieurs saisons à ce niveau-là. Dimitri Radnik, Guillaume Grunziger aussi, ce sera sa deuxième saison. Charles Galliou, voilà, que l'on connaît. Maël Amon-Crespin aussi, ça fait maintenant 2-3 saisons qu'il évolue à ce niveau-là, comme Eddie Kayouloud. Et sur les recrues étrangères, mis à part Vinny Shahid, mais qui avait un profil, en tout cas sur le papier, qui me semblait très très intéressant de meneur, voilà, qui allait pouvoir être une menace offensive réelle et constante, eh bien on est sur des profils qui me plaisent bien sur les joueurs étrangers. Le pivot semble plutôt intéressant dans son profil, tout comme Samuta Avea, qui a montré à Cholet et à Boulazac qu'il avait des prédispositions athlétiques très très intéressantes, une qualité d'adresse aussi qui est intéressante. Il lui manque juste la saison d'explosion et j'espère que ça va être pour l'année prochaine. Du côté des joueurs à suivre dans cette équipe, alors oui, vous voyez ce gros point d'interrogation parce qu'initialement, eh bien, j'avais placé Vinny Shahid dans les joueurs à suivre pour Champagne Basket. Alors oui, je ne m'étais pas trompé, c'était clairement un joueur à suivre, mais pas forcément pour les bonnes raisons. Peut-être un manque d'investissement de sa part pointé par le club. Toujours est-il qu'il n'est plus dans l'effectif et qu'il va falloir recruter un autre meneur. Alors c'est d'autant plus quelque chose que je vais surveiller car à moins de 3 semaines du début du championnat, eh bien le temps presse et pour un joueur qui est censé être l'un des leaders de cet effectif, eh bien ne pas effectuer ou en tout cas rater une grande partie de la préparation, eh bien c'est compliqué. Et peut-être aussi qu'à ce heure-là, eh bien il ne reste peut-être plus grand monde sur le marché, donc c'est un petit peu un coup dur pour Champagne Basket. En tout cas, on voit que dans la construction de l'effectif, le meneur devrait être un joueur dont le profil s'approcherait peut-être de celui de Vinny Shahid, donc celui d'un meneur assez athlétique, assez explosif, et un meneur capable de scorer, ce qui a peut-être un petit peu manqué aussi à Champagne Basket la saison dernière. Deuxième joueur à suivre du côté de Champagne Basket pour la saison à venir, j'ai envie de parler de Maël Amon-Crespin.
Alors pour être honnête, ça m'a un petit peu surpris qu'il quitte le SCAB, je ne le voyais pas encore signé du côté de l'élite, ça me surprend peut-être un petit peu moins qu'il signe et qu'il fasse un prêt dans la foulée, un petit peu un draft and stash si on peut dire. Je ne le voyais pas quitter le SCAB, voilà, qui a la volonté de continuer à responsabiliser des jeunes joueurs, ce qui est encore Maël Hamon-Crespin, voilà, qui est un joueur avec beaucoup de potentiel sur le poste 4, un ailier fort fuyant, capable de s'écarter, capable de tirer à 3 points, donc un joueur qui peut être très très utile à une équipe, et pour moi c'est une très bonne recrue pour Champagne Basket. Je vais donc suivre avec grande attention ses progrès. Il a eu une évolution statistique qui était neutre, voilà, il n'y a pas eu d'évolution statistique entre il y a 2 ans et la saison dernière du côté de Saint-Chamond, donc j'espère qu'il va avoir un peu plus de responsabilité, qu'il va prendre du galon et surtout pouvoir observer des progrès dans son jeu et une évolution statistique. Dernier joueur, j'ai commencé à en parler, un joueur que je vais suivre car je l'aime beaucoup, et bien c'est Samuta Avea, voilà, l'ailier hawaïen a clairement le profil pour s'imposer et dominer à ce niveau-là. Profil, voilà, très athlétique, on sait, voilà, on le sait, il est capable de sauter, c'est un petit peu un marsupilami, il est capable de tout faire sur un terrain, c'est un joueur qui est assez complet et c'est un joueur aussi qui a cette capacité à pouvoir rentrer des tirs, voilà, ce n'est pas uniquement un joueur athlétique, il a un très bon toucher. Maintenant, voilà, j'attends à ce qu'il soit peut-être un petit peu moins réservé sur le terrain, il a l'air assez gentil et assez réservé en dehors du terrain. Sur le terrain, maintenant, je vais attendre de lui qu'il soit un peu plus agressif et qu'ils prennent des responsabilités. Et certes, c'était moins facile de pouvoir les exprimer à Boulazac dans un gros collectif et dans une grosse équipe qui est d'ailleurs montée la saison dernière. Champagne Basket, on n'est clairement pas sur une équipe du standing qui avait Boulazac, et donc j'espère vraiment que Samuta Avea vient avec l'optique de pouvoir dominer, en tout cas d'être plus agressif et d'avoir plus de responsabilités, et qu'il est prêt surtout à les assumer, car je pense que du côté de Vincent Dumestre, c'est bien le plan de jeu. On arrive donc maintenant du côté de mes craintes et de mes motifs d'espoir. Pour mes craintes, j'en ai 2. La première, c'est qu'il y a eu beaucoup d'arrivées, hein. Voilà, il y a eu 10 départs, donc beaucoup d'arrivées. Seulement 2 joueurs sont restés, donc il va falloir reconstruire une alchimie, reconstruire un collectif. Ça peut prendre un petit peu de temps, voilà, et ce qui m'amène aussi sur mon second point. Vini Shahid, le meneur, est parti, et on le sait, le meneur, dans une équipe de basket, c'est quelque chose qui est très très important. C'est souvent le second relais du coach, c'est le cerveau tout simplement sur le terrain. Il était voué à avoir un rôle important, et donc avec beaucoup de joueurs qui arrivent, un meneur qui reste à recruter forcément et qui est appelé à avoir un rôle important, eh bien il va falloir retrouver un joueur qui va avoir de l'impact, mais aussi c'est quelque chose qui peut peut-être pénaliser le collectif, notamment sur le début de la saison. Donc ça, c'est un point, un doute, une incertitude qui me fait un petit peu peur. Donc ça, malheureusement, c'est vraiment pas de chance. Ça arrive, je vais pas dire au pire des moments, car il n'y a jamais de bons moments, il reste quand même quelques semaines avant le début de la saison, mais pour mettre en place le collectif, les systèmes de jeu, etc., c'est quand même mieux de les faire avec son meneur titulaire, son meneur, voilà, qui devra avoir un gros rôle, et donc ça, c'est vraiment dommage, et c'est vraiment une crainte que j'ai pour le début de saison de Champagne Basket. Au niveau de mes motifs d'espoir, et là vous allez voir qu'il y en a pas mal, et c'est d'ailleurs aussi pour ça que je positionne Champagne Basket à la 9e place de mon classement prévisionnel. Déjà, on est sur un roster qui, certes, il va y avoir un petit temps d'adaptation, mais un temps d'adaptation qui pourrait être limité, car il y a beaucoup de joueurs qui connaissent cette division, beaucoup de recrues qui ont déjà évolué à ce niveau-là, et ça peut faire gagner du temps. Deuxième point positif, c'est qu'on est globalement sur un roster qui me semble assez complémentaire, polyvalent et athlétique, et ça va être très très important. Troisième point positif, c'est au niveau du poste 5, donc j'avais dit dans le flashback que l'année dernière avait été difficile sur ce poste-là, avec Kevin Samuel et Samuel Eyangodingo, voilà, qui ont connu des problèmes de blessures, et parfois voilà un niveau peut-être un petit peu plus faible quand Samuel Eyangodingo était sur le terrain. Et bien là on a quand même un poste 5 qui est plus long, voilà, avec plus de densité et un petit peu moins de différence, on va dire, entre le 5 qui va démarrer et le poste 5 qui sera sur le banc. Donc ça, je pense quand même que c'est mieux pour gérer aussi les aléas d'une saison, on l'a vu la saison dernière. Dernier point positif, c'est qu'il y a des paris, certes, mais des paris qui me semblent mesurés et qui peuvent être payants. Je pense notamment à Steven Verplanken, voilà, qui est un joueur qui est complet, voilà, c'est pas le joueur qui va terminer MVP du championnat, mais ça peut être un joueur qui peut vraiment être un lion dans l'effectif et qui peut être très intéressant. Et Dika Youloud aussi, voilà, c'est le type de joueur dont on ne parle pas beaucoup en Pro B, mais qui, voilà, avait montré quand même des choses très intéressantes du côté de Rouen. Et puis on a enfin une doublette au poste 5 qui peut s'apparenter à en quelque sorte des paris, mais pour le coup, moi je les trouve assez intéressants, hein, cette doublette, je la trouve très intéressante. Tidjane Keita et Laoulou Oké, reste à confirmer tout ça sur le terrain maintenant.
À la 8e place, maintenant, je vais parler des Sharks d'Antibes. Alors, il y a quand même pas mal de choses à dire sur la saison d'Antibes. J'en avais d'ailleurs parlé lors de ma vidéo bilan en fin de saison. La saison 2024-2025 d'Antibes n'a clairement pas été de tout repos. Je vais directement commencer en appuyant là où ça fait mal. La saison dernière, il y a eu une série dévastatrice de 10 défaites en 11 matchs. Une série qui a été fatale puisque cela a empêché Antibes de se qualifier directement pour le play-off. Ce qui a été dommage puisque Antibes a disputé le play-in mais s'est fait sortir lors des play-in. Et pour un club voilà, du standing d'Antibes voilà, qui a évolué plusieurs années en première division dans la dernière décennie, eh bien c'est quand même quelque chose de décevant. On le savait, le projet d'Antibes, c'était de remonter assez rapidement en Betclic Elite. Eh bien, ce n'a encore pas été le cas la saison dernière puisque les Sharks n'ont même pas effectué les playoffs. Un dernier point que j'ai pu observer la saison dernière, c'est que, eh bien, voilà, Antibes a eu un bilan compliqué, pour ne pas dire difficile, face aux équipes du top 6. Voilà, Antibes n'a pas terminé dans le top 6, et donc les équipes qui étaient au-dessus d'Antibes, eh bien, Antibes a toujours eu du mal à performer face à ces équipes-là. Donc si Antibes veut nourrir des ambitions et veut faire partie des meilleurs derrière les meilleurs, on peut dire, eh bien, il va falloir aussi être capable d'être un poil à gratter, ce qu'a très bien su faire d'ailleurs l'ASA l'année dernière. Je parlais des ambitions et du projet de remontée pour les Sharks d'Antibes. Si ça ne semble plus forcément être le cas, parce que le club ne figure plus parmi les mastodontes en termes de moyens financiers, et que ça a tendance un petit peu à stagner, voire légèrement régresser, eh bien Antibes fait toujours partie quand même des cadors du championnat en termes de moyens financiers. En témoigne leur 4e budget et leur 5e masse salariale la saison passée, donc clairement on est sur un club, voilà, il faut pas trop qu'ils viennent se plaindre quoi. Alors, après une saison qui a été un petit peu décevante, on pourrait s'attendre à beaucoup de changements dans l'effectif d'Antibes. Eh bien non, pas du tout, regardez. Seulement 3 départs, celui de Bubu Palo, Jacques Eyum et Sasa Borovniak. Donc, une ligne de départ très peu fournie. Et du côté des arrivées, eh bien, on est sur un tableau qui est encore moins fourni puisque pour compenser les 3 départs, il n'y a eu que 2 arrivées, celle de Jagan Mosley et enfin de Patrick Tapé, la dernière signature en date. Donc forcément, on a un roster avec beaucoup de continuité, vous verrez, et je pense que vous l'avez deviné, ça fera d'ailleurs partie peut-être d'un de mes motifs d'espoir pour la saison à venir, la fameuse continuité qui va permettre de donner au coach DJ Jackson des repères collectifs. En tout cas, sur le papier, on a quand même un effectif qui est taillé pour, au minima, faire les playoffs. Et je dis bien à minima, car il y a des joueurs de qualité dans ce roster. À commencer par le 5 majeur, tout simplement, composé de Antoine Eto'o, une valeur sûre de la division. Je pense qu'il n'y a même plus besoin de le présenter, Mr. Big Shot. La recrue, enfin l'une des uniques recrues sur le poste 2, Jagan Mosley, un joueur qui est capable d'alterner entre le poste 2 et le poste 1, qui vient avec un bon CV, et moi, clairement, j'aime beaucoup cette signature. Sur le poste 3, on retrouve Garland Green, voilà, qu'on avait vu du côté de la Betclic Elite avec Foss. L'année dernière, il a effectué encore une belle saison à ce niveau-là. Et sur le poste 4, on a donc Shekina Mononga. Sur le poste 5, Patrick Tapé, la dernière recrue en date qui remplace Sasa Borovniak. Donc sur le papier, on a un 5 majeur de qualité, clairement, avec beaucoup d'expérience, et ça, c'est plutôt intéressant. Et un banc qui est composé à la fois de joueurs qui ont de l'expérience, voilà, quand on parle d'Abdoulaye Loum, de Samir Betcom et de Baptiste Traffé, on est sur des joueurs qui sont confirmés de la division, mais à côté de ça, on a aussi des joueurs qui sont encore en début de carrière, Gabriel Verras, pour qui ce sera la première saison professionnelle, et Arthur Minkonda, j'y reviendrai un petit peu plus tard. Donc dans l'ensemble, ça nous fait quand même un roster qui est compétitif, ça, clairement, on ne va pas se le cacher. Du côté des joueurs à suivre, eh bien, j'en ai listé 2, et ils font tous les 2 partie de la ligne extérieure. Alors, je vais commencer avec l'une des rares recrues, Jagan Mosley. Jagan Mosley, je trouve que c'est un joueur qui a un profil très intéressant sur le papier. Il vient pour remplacer Bubu Palo, le meneur qu'on avait déjà vu à Antibes et du côté de l'ALM Évreux, qui a été, je trouve, assez inconstant et irrégulier la saison dernière. Il est remplacé par Jagan Mosley, donc un combo guard américain, qui aura aussi l'avantage d'être un joueur qui peut apporter un plus comparé à Bubu Palo, notamment sur le secteur défensif. Il a des mensurations qui sont plus longues, pour le coup il est plus longiligne, il a une envergure plus importante, plus intéressante, et il a été aussi décrit comme DJ Jackson, comme un joueur qui va être capable de dynamiter le jeu offensif, mais aussi d'apporter son écho défensivement, et ça peut être intéressant, car parfois, eh bien oui, la ligne arrière avait un petit peu de mal de ce côté-là l'an passé. Donc Jagan Mosley, c'est un joueur avec une panoplie assez complète, je pense qu'il peut vraiment être un joueur très intéressant pour Antibes la saison prochaine. Ça a été l'une des principales et majeures recrues, et en même temps
Heureusement, vu qu'il n'y en a eu que 2. Pour l'accompagner dans les joueurs à suivre, eh bien, je vais parler très rapidement de Gabriel Veras. Alors, je vous l'avoue, je ne connais pas énormément ce joueur, je n'ai pas pour habitude de regarder énormément le championnat espoir. En tout cas, ce que je sais, c'est que Gabriel Veras, eh bien, c'est un joueur prometteur, c'est un prospect, il a la cote. Voilà, c'est un joueur qui est lancé à Antibes et on sait que Antibes a l'habitude de lancer de jeunes et de bons joueurs. Ça a été le cas notamment pour les plus célèbres d'entre eux, pour Timothée Liwo-Cabarro et pour Isaiah Cordigné, qui sont tous les deux des joueurs aujourd'hui d'Euroleague et qui sont des joueurs internationaux qui évoluent donc avec l'équipe de France. Donc Gabriel Veras est un joueur qui a énormément de potentiel, beaucoup de promesses, il l'a montré d'ailleurs tout au long de la saison et notamment lors du Trophée du Futur. Il a été dominant, c'est un meneur très prometteur avec une panoplie offensive vraiment très complète. Maintenant voilà, ça va être sa première saison professionnelle, il sera pleinement intégré au roster. L'effectif est un petit peu court sur les lignes arrières, mais c'est là aussi où ça va être intéressant parce que le recrutement de Jagan Mosley notamment nous permet aussi d'avoir de la polyvalence sur les lignes extérieures, puisque que ce soit Jagan Mosley mais aussi Samir Kbatkom, eh bien ce sont tous les deux des joueurs qui sont capables de prendre la main. Donc ça va aussi permettre de décharger un petit peu de pression sur les épaules de Gabriel Veras, qui ne sera pas forcément l'unique rotation de Antoine Aito à la main. Maintenant parlons de mes craintes et de mes motifs d'espoir. Je vais commencer par mes craintes. Alors j'ai noté ma première crainte, c'est peut-être un manque de certitude à l'intérieur. Ça peut étonner un petit peu comme ça, car il y a quand même des joueurs d'expérience, avec à la fois Patrick Tappé, une des recrues dont j'ai assez peu parlé, mais qui, pour remplir le rôle qu'avait Sasa Borovjnak l'année dernière, je pense qu'il sera complètement dans ces cordes-là. C'est un intérieur athlétique, physique, longiligne, qui va aussi être dissuasif défensivement, et je pense clairement que Patrick Tappé va faire l'affaire et pourrait même être l'une des belles surprises de la saison. C'était un petit peu difficile l'année dernière à l'intérieur en termes d'alternance intérieur-extérieur, avec un déficit de talent, je trouve, des déficits de possibilités offensives à l'intérieur à Antibes. Là où je suis un petit peu plus inquiet, c'est que, bon, déjà sur le poste 4, Shekina Monanga, voilà, va avoir ce rôle de poste 4. Jacques Ayoum est parti, on n'est pas sur une rotation qui est très dense pour le coup sur le poste 4, et on le sait, ça a été annoncé notamment dans un article sur Bibasket que Antibes souhaitait au préalable se séparer de Arthur Minkanda, qui lui ne souhaitait pas forcément partir. Donc Arthur Minkanda fait toujours partie de l'effectif, mais sera-t-il pour autant dans les plans de J.D. Jackson? Eh bien ça je ne sais pas. Et pour le coup, avoir un joueur qui en plus est jeune, hein, c'est un jeune joueur, Arthur Minkanda, qui n'est pas dans le plan forcément du coaching staff, sur un poste 4 qui n'est pas très dense, où Shekina Monanga est un bon joueur, mais qui revenait quand même d'une grosse blessure la saison dernière et qui n'est pas non plus un joueur très confirmé de Pro B, eh bien j'ai quand même l'impression que c'est un petit peu léger sur ce secteur intérieur. Peut-être que Arthur Minkanda va au final donner pleinement satisfaction au coaching staff et que la question ne se posera plus. En tout cas, le poste 4 me semble un petit peu léger en l'état. Et j'ai commencé un petit peu à en parler, c'est attention à l'équilibre intérieur-extérieur. La majorité du talent, très clairement, de cette équipe se situe sur les lignes extérieures avec Antoine Aito, Jagan Mosley, etc. Ce sont des joueurs qui ont aussi besoin du ballon pour pouvoir s'exprimer. Ce sont des joueurs, voilà, qui ont un sacré pedigree, un sacré caractère. On l'a vu aussi l'année dernière. Parfois, le jeu a un peu trop tendance à se situer du côté du secteur extérieur, qui crée beaucoup, qui garde parfois un petit peu trop la balle. Et à l'intérieur, c'est vrai qu'il y a un petit peu moins de potentiel et de capacité offensive. Donc attention, très clairement, à l'alternance inter-externe. Dernier point, dernière crainte que je vais aborder, c'est le banc. J'ai commencé à en parler avec Arthur Minkanda, mais sur certains postes, voilà, poste 1 et poste 4 notamment, il n'y a pas une réelle profondeur d'effectifs, une profondeur, voilà, qui va permettre de pouvoir gérer les aléas aussi d'une saison qui est très longue maintenant, avec 20 équipes, ça donne 38 matchs. On ajoute la Coupe de France. Potentiellement, si Antibes réalise un très bon début de saison, eh bien peut-être de disputer quelques matchs en plus sur la Leaders Cup. Donc oui, attention à la longueur. Le roster n'est pas profond, on va dire, avec Gabriel Veras qui va débuter sa carrière, Arthur Minkanda qui au préalable n'était pas forcément dans les plans de l'effectif. Donc attention, oui, à la gestion des blessures, à la gestion des aléas et à la gestion tout simplement de l'effectif par J.D. Jackson et son coaching staff. Je rajouterais, même si je ne l'ai pas forcément listé dans mes craintes, il y avait eu des rumeurs de départ à l'intersaison de la part de Antoine Aito. Voilà, il y a eu les noms de Caen et de Poartez qui ont circulé. Au final, Antoine Aito est toujours là cette saison. Dans quel état et dans quelle motivation sera-t-il si
c'est effectivement vrai qu'il y avait eu des rumeurs de départ. Je n'ai aucun doute sur le fait qu'il sera pleinement investi dans sa tâche, c'est un grand professionnel, mais s'il avait prévu de partir, voilà, on peut se poser la question, et c'est d'ailleurs une réflexion que j'ai aussi pour Garland Green, dont j'ai entendu que voilà, le club souhaitait s'en séparer. Au final, Garland Green est toujours là, et ça fait peut-être aussi un petit peu écho aux prétendues baisses de moyens financiers dont pourrait disposer Antibes la saison prochaine. On le sait, Antoine Eto'o et Garland Green font partie des plus gros émoluments d'Antibes. En tout cas, c'était sur la partie extra-sportive, car sur le volet sportif, eh bien, ce sont deux joueurs qui ont donné satisfaction la saison dernière et qui ont toujours un rôle et un impact très important dans l'équipe de JJ Jackson. Du côté des motifs d'espoir maintenant, eh bien, de la continuité, sans blague, avec aussi peu de départs et donc aussi peu d'arrivées, il y a quand même quelque chose d'extrêmement positif, c'est que Antibes va avoir beaucoup de repères pour commencer la saison. Sans nul doute, le collectif va très rapidement se remettre en marche, et ça peut faire gagner du temps, notamment en début de saison, comparé à des équipes qui ont tout à reconstruire, ou quasi tout. Deuxième motif d'espoir, eh bien, c'est Jagan Mosley, j'ai commencé à en parler. Pour moi, c'est un vrai renfort. Quand on parle de recrue, c'est une vraie recrue et je pense très clairement qu'il peut être un joueur important de l'effectif d'Antibes cette saison. Pour moi, c'est très clairement une plus-value par rapport à Bubu Palo et donc je nourris beaucoup d'espoir en ce joueur. À la fois pour créer pour les autres, mais aussi pour scorer, car oui, il va y avoir besoin de décharger un petit peu Antoine Eto'o de responsabilités offensives, que ce soit au scoring, mais aussi à la création pour les autres. Et puis, j'en ai parlé aussi, il a des capacités pour défendre qui vont être encore plus intéressantes que celles qu'avait Bubu Palo. Dernier motif d'espoir, eh bien, tout simplement, il y a quand même des joueurs qui sont confirmés, voilà, avec des responsabilités, que ce soit Garland Green, Antoine Eto'o, j'en ai parlé. Patrick Tapé aussi a un petit bout d'expérience avec, voilà, sur la scène internationale, c'est un Ivoirien, il a déjà joué, voilà, à un niveau international. Abdoulaye Loum aussi est un joueur d'expérience maintenant, donc il y a là aussi un bon mix entre de la jeunesse et des éléments d'expérience. On sait très clairement ce que vont nous apporter la plupart des joueurs. Si le plafond n'est pas forcément très haut, le plancher, lui, l'est quand même, et ça, voilà, c'est des signaux plutôt rassurants pour l'équipe de JJ Jackson. Venons-en maintenant à la dernière équipe de cette preview, donc l'équipe que je place 7ème, donc alors oui, qui aura l'avantage du terrain pour toute la durée du play-in, mais aussi, voilà, un petit peu la médaille en chocolat, car oui, la 7ème place ne sera pas qualificative d'office pour les playoffs, au contraire de la 6ème place. Et c'est donc La Rochelle, le Stade Rochelais Basket, que je place à la 7ème place. Commençons par un rapide flashback sur ce qu'il s'est passé la saison dernière. Je vous rappelle que La Rochelle était promue la saison dernière en Betclic Elite, ça faisait un sacré bout de temps que La Rochelle n'avait pas été dans l'élite du basket français, donc c'était quand même un petit exploit. Le moins que l'on puisse dire, c'est que la saison dernière a été très compliquée pour les Rochelais qui ont terminé dernier et qui n'ont remporté que 4 matchs, donc c'est quand même assez faible. Oui, ça a été une saison assez compliquée et qui a fortement contrasté avec la saison de la montée où La Rochelle a roulé très clairement sur l'élite 2. Un autre élément marquant, mis à part, et oui, le faible nombre de victoires, ça a été le recrutement des joueurs étrangers qui n'a pas été satisfaisant. Il y a eu beaucoup de départs en cours de saison, oui, pour remplacer des joueurs étrangers dont le rendement n'a pas été satisfaisant. Et enfin, le dernier élément marquant, c'est ce fameux projet de salle qui est sans cesse repoussé. On a hâte, et oui, à La Rochelle, d'avoir un véritable projet qui permettra aussi au club de se structurer, de se développer et peut-être de se pérenniser dans l'élite du basket français. Du côté des moyens financiers du club, et ça peut aussi expliquer en partie, mais grandement quand même, les résultats difficiles l'année dernière en Betclic Elite, c'est que La Rochelle, tout simplement, eh bien, c'est un club qui a relativement peu de moyens, et ça, même en Élite 2. L'année de la montée, eh bien, La Rochelle était dans la moyenne, tout simplement, des budgets et des masses salariales en Pro B. Alors forcément, oui, il n'y a pas eu un mécène qui tout à coup est arrivé et a permis de faire de La Rochelle une équipe compétitive sur le marché des transferts en Betclic Elite la saison dernière. Tout simplement, je vous l'affiche à l'écran, regardez, 3,45 millions d'euros approximativement de budget la saison dernière dans l'élite pour une masse salariale de 1,18 million. Si je rapproche ces chiffres de ceux de l'année dernière en Élite 2, eh bien La Rochelle avec 3,45 millions aurait eu le 10e budget seulement d'Élite 2, donc très clairement pas un cadre d'Élite 2 en termes de moyens financiers et la 3e masse salariale. Donc ça aurait été un petit peu mieux, mais voilà, on est sur un club qui ne roule pas sur l'or et qui, voilà, avec la descente, je me pose vraiment la question et j'ai très hâte que Basket Europe fasse son étude sur les budgets, les masses salariales des clubs pour la saison à venir, mais je ne pense pas que La Rochelle fera partie du top 5
à la fois des budgets, mais aussi des masses salariales. L'avenir nous le dira, en tout cas je pense qu'on sera loin de clubs comme Orléans ou Rouen qui eux, très clairement, ont de très gros moyens pour la division. Côté mercato, et donc c'est assez logique puisqu'on est sur un club qui est descendu d'un étage, eh bien il y a eu beaucoup de départs, j'en ai parlé aussi avec un rendement peu satisfaisant des joueurs étrangers, beaucoup de départs de joueurs étrangers mais aussi de quelques joueurs français. En départ notable, eh bien je commencerai par voilà, le chouchou de Gaston Neveur, Matteo Leray, qui après 2 très belles saisons du côté de La Rochelle, et dont la dernière dans l'élite où il a porté un petit peu l'équipe sur ses épaules et où il a dynamisé un petit peu l'attaque rochelaise, eh bien il va retrouver l'élite la saison prochaine du côté de l'Élan Chalon. Du côté des autres départs, eh bien, il y a Yoshiko Seibu qui était arrivé en cours de saison, tout comme Tom Digbeu, voilà, qui ne sont pas conservés comme Michael Caicedo. Clifton Moore va retrouver l'élite du côté de Saint-Quentin. Djibril Bello va goûter à la compétition européenne avec un club hongrois. Ryan Hawkins, voilà, qui a aussi eu un rendement un petit peu décevant, voire même très décevant de mon point de vue, ne sera pas dans l'effectif. Et Boris Bourichon, voilà, l'espoir du club, dont je pensais personnellement qu'il allait avoir un petit peu plus de temps de jeu et de responsabilité si La Rochelle descendait, eh bien malheureusement il n'a pas été conservé par le club. Pour compenser ses départs, et j'aurais aussi pu mettre dans la colonne des départs celui du coach, voilà, qui a mis La Rochelle, on va dire, sur la carte de l'élite, eh bien Julien Cortet, avait annoncé en fin de saison dernière son départ. Il a été remplacé cet été par Germain Castano, un coach voilà, qui a l'habitude de faire de bons recrutements et qui a l'habitude d'aller dénicher de bons joueurs étrangers. Donc vous me voyez venir entre le recrutement de joueurs étrangers qui a été peu satisfaisant l'année dernière et l'arrivée de Germain Castano à un étage en dessous en élite 2 qui arrive avec un portefeuille et un carnet d'adresses bien rempli, eh bien il y a eu des arrivées qui me semblent assez intéressantes, avec 2 joueurs voilà, sur les lignes arrières qui pourraient être les leaders offensifs de l'équipe, Robert Ford 3 et Tyler Thomas. À côté de ça, il y a eu aussi le prêt de jeunes pépites, Yanis Allard en provenance de Nanterre et Maxence Lemoine, voilà, que vous devez connaître si vous suivez l'actualité du basket. Le jeune en provenance de la SIG Strasbourg, voilà, a porté l'équipe de France U18 sur son dos. Malheureusement, ils n'ont pas remporté le titre. On se souvient encore du tir, voilà, qui nous a fait très très mal au cœur des Espagnols en finale du championnat d'Europe U18. À côté de ça, il y a le retour d'un revenant qui avait participé à la très belle, à la formidable saison de La Rochelle qui les a vus monter en Betclic Elite, Sheriff Aïdara, voilà, qui sort d'une saison difficile collectivement avec l'Hermine de Nantes, mais individuellement, il a sorti des matchs très intéressants. Et enfin, sur le poste 5, il y a 2 recrues, Daniel Oladapo en provenance du championnat portugais et Babacar Mbaye. Donc beaucoup de départs, mais aussi quelques joueurs qui sont restés, les cadres voilà, de la maison, Lucas Ergotte, Gaëtan Clerc le Centurion et Jérôme Sanchez. Des joueurs voilà, qui sont là depuis un certain nombre de temps et d'années maintenant à La Rochelle. Sans nul doute, ils seront là pour assurer de la continuité et partager les valeurs voilà, de la maison rochelaise au reste de l'effectif. Donc sur le papier, ça nous donne une équipe avec des postes doublés qui allient expérience avec forcément Gaëtan Clerc et Jérôme Sanchez notamment, Sheriff Aïdara aussi, et puis du talent et du potentiel forcément quand on parle de Maxence Lemoine, de Yanis Allard aussi, voilà. Ce sont des joueurs qui ont beaucoup de potentiel, mais tout comme les joueurs étrangers qui sont encore en début de carrière. Hein. Ils sont très prometteurs, Robert Ford et Tyler Thomas. Ils seront sûrement les leaders offensifs. Ils ont aussi beaucoup à prouver. Ils proviennent aussi de championnats un petit peu mineurs. Ça va être des joueurs que l'on va avoir hâte de découvrir, car très clairement, ce sont des joueurs qui pourraient faire des cartons. On en a l'habitude lorsque Germain Castano déniche des joueurs étrangers. Parlons maintenant des joueurs à suivre. J'en ai listé 3. Alors le premier, sans surprise, je vais parler de Maxence Lemoine. Maxence Lemoine, voilà, c'est un peu surprenant de ne pas voir la SIG, voilà, qui réduit un petit peu ses ambitions sportives, ne pas conserver Maxence Lemoine dans son effectif. La SIG a connu une saison dernière assez compliquée, ce qui n'a pas forcément permis de mettre à la fois Ilan Pietrus, mais aussi Maxence Lemoine sur le terrain. Il descend d'un étage pour véritablement démarrer sa carrière professionnelle en Élite 2. La Rochelle, très clairement, c'est un très bon choix pour lui. On a vu à quel point La Rochelle avait permis de mettre sur le terrain et de faire exploser aussi la cote de Matteo Leray. Je pense que ça va être le plan pour Maxence Lemoine de faire aussi bien, voire même mieux peut-être que Matteo Leray. Germain Castano, voilà, c'est un coach avec une philosophie de jeu plutôt offensive qui devrait très bien lui convenir. Il a énormément de potentiel offensif. Il est d'ailleurs considéré un petit peu dans son profil et dans son style de jeu comme un mini Eli Okobo. Je n'ai aucun doute sur le fait qu'il va être performant dès le premier jour et très clairement
à ce prix-là, parce que je ne doute pas que ce soit un joueur qui soit assez peu cher, eh bien on sera sur, je pense, l'un des meilleurs rapports qualité-prix de la division. Pour l'accompagner sur le poste 1, qui sera son binôme, eh bien je veux parler de Robert Ford, voilà, qui a des statistiques un peu atypiques. C'est un meneur qui mesure moins de 1m85, mais qui prend énormément de rebonds. Sur les premiers matchs de préparation, il a montré toutes ses qualités, un premier pas vraiment très explosif, capable également d'avoir de l'adresse à 3 points, un très fort défenseur en premier rideau, capable de mettre une grosse pression de balle sur les meneurs adverses. Donc sans nul doute, si La Rochelle fait une bonne saison, je ne serais très clairement pas surpris que ce soit en premier lieu grâce à Robert Ford, qui a tout à fait le profil de meneur pour s'éclater en Elite 2, un joueur à suivre, croyez-moi. Et enfin, dans mes joueurs à suivre, je veux aussi parler de Daniel Oladapo. Alors, pas forcément pour les mêmes raisons, il n'a pas du tout le même gabarit en étant pivot que Robert Ford, mais je vais faire très attention à Daniel Oladapo, qui a un profil de pivot assez petit, voilà, il fait 2 mètres, donc c'est assez petit pour un pivot. Par contre, il est très complémentaire dans son profil à Babacar Mbaye. C'est un pivot qui est très mobile. Son recrutement nous permet aussi de voir un petit peu la philosophie de jeu que va vouloir déployer Germain Castano à base de vitesse, de transition, de mobilité, de transfert de balles. Donc je suis assez intrigué par le profil de ce pivot-là. On sait que Babacar Mbaye, voilà, ce n'est pas encore un joueur confirmé de Pro B. Ça indique, même si Babacar Mbaye va avoir un petit peu de temps de jeu, que Daniel Oladapo est amené à jouer un gros rôle sur le poste de pivot. Et donc, je suis très curieux de voir ce qu'il va donner. Je ne sais pas encore si on peut le considérer comme une valeur sûre au même titre que Maxence Lemoine et que Robert Ford. Et c'est donc pour ça que je vais le suivre attentivement. Je vais maintenant parler de mes craintes et de mes motifs d'espoir en commençant par mes craintes. Alors, la première crainte, beaucoup de départs, mais aussi un nouveau coaching staff qui va venir avec une nouvelle identité, de nouveaux plans de jeu, une nouvelle philosophie. Malgré ça, je l'ai dit, il y a quand même des joueurs qui étaient là depuis un certain nombre de temps, à la fois Gaëtan Clerc, Lucas Ergotte et Jérôme Sanchez, et le retour de Shérif Aïdara. Donc ça permet quand même d'avoir une base de 4 joueurs qui se connaissent, et ça c'est plutôt positif. Malgré tout, il va quand même falloir s'adapter à la philosophie de jeu du coach Germain Castano, qui est quand même assez différente de celle de Julien Corté. Un autre élément, et cette fois qui est plus une crainte, je trouve le secteur intérieur assez fragile, et c'est notamment dû au fait que Babacar Mbaye est blessé jusqu'à décembre, donc jusqu'à décembre, ça reste quand même une durée de blessure assez longue, et donc La Rochelle va devoir se mettre en recherche d'un remplaçant. On parle de Jordan Raton pour le remplacer. Ce qui m'embête, c'est que, j'en parlais juste avant, eh bien, Daniel Oladapo, il avait un profil totalement complémentaire à celui de Babacar Mbaye. Babacar Mbaye, pivot de 2m13 ou 2m15, donc c'est-à-dire un grand gabarit aussi capable d'apporter sa dissuasion, sa protection de cercle et aussi du rebond. Parce que sur le reste de l'effectif, on est quand même sur un effectif qui est assez petit en taille. Daniel Oladapo est un pivot qui est relativement petit et donc qui n'a pas forcément les mêmes qualités et capacités physiques que Babacar Mbaye. Donc c'est vrai que sur le secteur du rebond, j'ai une petite crainte. On pourrait être amené à décaler Jérôme Sanchez sur le poste 5, il l'a montré un petit peu l'an dernier. Ça pourrait être Shérif Aïdara aussi qui est plus grand avec son 2m6, 2m8, mais globalement ce ne sont pas forcément de gros rebondeurs et ce ne sont pas des joueurs qui sont des postes 5. Donc si on cible Jordan Raton plutôt sur le poste 4 pour venir remplacer Babacar Mbaye, il va y avoir un déficit de taille très clairement, de hauteur, de protection de cercle peut-être, de rebond aussi, et donc voilà, j'ai un petit peu peur pour ce secteur intérieur qui est un petit peu léger. Un autre questionnement que je me pose, et cette fois c'est sur de l'extra sport, enfin c'est plus ou moins de l'extra sportif, c'est au niveau des ambitions. Je le disais, La Rochelle n'est pas un club très fortuné, on est quand même sur un club qui descend de Betclic Elite, alors le projet ne sera à mon avis pas du tout de remonter tout de suite, au contraire, il faut stabiliser, pérenniser le club, et c'est en ça aussi que le projet d'une salle va revêtir toute son importance. On a vu à quel point la saison dernière, eh bien, le manque de moyens financiers, eh bien, ça peut faire mal, et si on veut nourrir des ambitions, eh bien, ça passe à un moment forcément par construire une assise économique, et quand je parle d'assise, eh bien je parle aussi d'une salle. Et c'est vrai que sans projet de salle, ça va être compliqué de se développer, d'attirer plus de partenaires, d'avoir plus de recettes de billetterie aussi, parce que la billetterie et le coût des abonnements eh bien, est quand même assez onéreux à La Rochelle, donc assez peu de levier pour le développement de La Rochelle sans nouvelle salle. Donc quelles vont être les ambitions sur les années à venir pour La Rochelle? Je me pose la question, et d'ailleurs Germain Castano, qui est un coach qui, voilà, s'était inscrit sur la longue durée avec Orléans, eh bien il me semble, il n'a signé que pour une durée de 2 ans, donc peut-être aussi qu'on se cherche, voilà, qu'on va observer, qu'on va voir s'il y a effectivement un projet de salle ou non à La Rochelle. C'était aussi en partie pour ça peut-être que Julien Corté avait décidé de partir, il avait aussi une clause dans son contrat, si au bout de 5 ans la salle ne voyait pas le jour, eh bien il avait cette clause pour pouvoir partir. Eh bien
dès l'année dernière, il a été dit que le projet de salle était entériné, repoussé. Donc voilà, quelles vont être les ambitions sportives pour La Rochelle la saison prochaine, mais aussi dans 2, 3, voire 4 ans. Du côté de mes motifs d'espoir maintenant, car il y en a quand même pas mal, je les positionne à la 7ème place, ce n'est pas pour rien, c'est déjà qu'il y a une base JFL qui va être là pour amener de la stabilité et de la sérénité. Voilà, c'est une base JFL, donc de joueurs français, on connaît leur valeur, on connaît leur niveau. On l'a notamment vu sur les 2 années qu'a passé La Rochelle à ce niveau-là, avec Julien Cortet, Lucas Ergot, Gaëtan Clerc, Jérôme Sanchez. On est sur des joueurs solides de la division, ce sont des valeurs sûres. On sait très clairement ce qu'ils vont apporter. C'est quelque chose qui, de mon point de vue, est très rassurant. Un autre élément positif, c'est que Germain Castano, l'année dernière, il ne coachait personne. Il s'est confié auprès de journalistes et il a dit qu'il avait faim. Et très clairement, on sait que c'est un amoureux du terrain. C'est un amoureux du basketball, et donc passer 1 an sur les terrains quand on ne peut plus exercer sa passion, c'est très très long. Il a longtemps rongé son frein, et donc je pense que Germain Castano, il a la patate, il a la niaque, et c'est une énergie, un dynamisme qu'il va insuffler à toute son équipe. Donc j'ai très très hâte de voir la saison de La Rochelle, aussi parce qu'il me tardait de revoir Germain Castano. C'est un très bon coach, un bon recruteur, et très clairement, il sait là où il veut aller. Autre point positif, et là c'est directement corrélé forcément à la philosophie de jeu que veut prôner Germain Castano, c'est qu'on va avoir une équipe qui va courir, une équipe qui très clairement va avoir un style de jeu assumé avec une forte pression sur les porteurs de balles, une forte pression défensive sur le premier rideau, et après ça va essayer de se projeter, ça va essayer de jouer la transition, il y a aussi de la créativité sur les lignes extérieures, donc je me projette déjà assez bien sur le style de jeu que va souhaiter mettre en place Germain Castano, et très clairement, il a recruté les profils pour aller avec ce qu'il a envie de mettre en place, et ça c'est quelque chose d'assez positif. Dernier élément positif, pour certaines équipes, j'ai parlé un petit peu de plancher et parfois de plafond, j'ai l'impression que le plancher de La Rochelle est assez bon, mais avec ses recrues étrangères, et on sait que Germain Castano est connu aussi pour aller dénicher des joueurs qui peuvent exploser, je pense sur les dernières années à Paris Lee, à Shima Moneke, à Miralem Alelovic, à Brandon Jefferson, etc. Avec Robert Ford et Tyler Thomas, mais encore plus avec Robert Ford, j'ai l'impression qu'il y a là de vraies bonnes pioches, et si d'aventure Daniel Oladapo se font parfaitement dans ce qu'a envie de mettre en place dans le jeu en mouvement de La Rochelle, je pense qu'on peut avoir une équipe de La Rochelle qui, certes, a un plancher qui est assez haut, mais qui peut avoir un plafond vraiment assez haut. Donc en fonction du rendement des joueurs étrangers, je pourrais me réserver le droit de revoir un petit peu mon classement, et La Rochelle, très clairement, j'ai hésité à les placer à la 6ème, voire même, si ça clique bien, à la 5ème place. Ça ne me surprendrait pas du tout que La Rochelle joue très clairement dans le haut du tableau. Il y a le potentiel vraiment pour le faire avec cet effectif. Voilà, on arrive bientôt à la fin de cette vidéo. Je vais vous partager, vous afficher mon classement prévisionnel qui est en quelque sorte un petit peu mon pronostic. Donc si je récapitule, je plaçais à la 13e place l'équipe de Denain. Voilà, l'équipe de Denain, juste devant l'ASA à la 12e place, suivi par Poitiers à la 11e, et enfin j'avais mon play-in constitué dans l'ordre de Nantes à la 10e place, Champagne Basket à la 9e, Antibes à la 8e, et enfin La Rochelle que je viens de vous présenter. Alors oui, il y a encore pas mal d'incertitudes, et notamment sur les équipes où je prévois un potentiel un petit peu plus élevé, que ce soit La Rochelle, Antibes et Champagne Basket. On est sur des équipes qui ont quelques délicatesses avec leur effectif, avec, voilà, si je commence dans l'ordre, La Rochelle, j'en ai parlé, Babacar Mbaye qui s'est blessé et qui va devoir trouver un remplaçant, un intérieur JFL. Voilà, je pense que Babacar Mbaye, il a un contrat qui est assez peu cher, donc pas avec beaucoup de moyens pour pouvoir le remplacer. Donc sur les premières pistes, on se dirige sur un profil d'intérieur qui a un profil physique, un gabarit qui est très très différent de celui de Babacar Mbaye, donc ça c'est déjà une première interrogation. Du côté d'Antibes, voilà, un secteur intérieur qui est un petit peu léger en rotation avec Arthur Minkanda qui n'était pas dans les plans initiaux de l'effectif, et Champagne Basket, voilà, qui doit trouver un meneur après s'être séparé de Vini Shahid. Mais malgré ça, je trouve que ces équipes-là, ça me surprendrait de ne pas les voir au minima dans les play-in, même si pour Champagne Basket, on va voir, parce que derrière, il y a quand même des équipes qui présentent aussi des effectifs et un potentiel intéressant, et on sait qu'il y a toujours des surprises. Donc je ne fais pas forcément mon classement en fonction des possibles surprises que je vois, mon classement prévisionnel, mais ça ne me surprendrait pas qu'une équipe comme Nantes, qu'une équipe comme Poitiers, l'ASA, voire même Denain, surprennent un petit peu et se qualifient pour le play-in. Et très clairement, pour ces équipes-là, ce ne serait même pas tant forcément une surprise. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. J'espère encore une fois que la présentation de ces équipes
vous auront plu. N'hésitez pas, si vous êtes supporter d'un de ces clubs-là, à vous exprimer en commentaire et à dire ce que vous pensez du recrutement fait par votre équipe et surtout à commencer à établir votre propre classement prévisionnel, à me dire un petit peu aussi où est-ce que vous classez un petit peu les différentes équipes, est-ce qu'elles sont un petit peu plus hautes dans vos classements, est-ce qu'elles sont un petit peu plus basses. Et sur ce, eh bien, je vous dis à bientôt, à très vite dans quelques jours pour la dernière preview d'Elite 2 qui sera donc consacrée aux équipes qui vont jouer le haut du classement, les playoffs et voire même la montée directe. C'était Ben pour Backcourt, je vous dis à très bientôt, bye bye.